Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. C'est le numéro WhatsApp. Tu peux envoyer ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube, la page c'est DMG TV. Tant qu'il y aura vos commentaires, vos likes, vos partages, on va toujours faire l'effort de produire du contenu. On va commencer aujourd'hui avec la première histoire. Je vais vous demander d'écouter attentivement s'il vous plaît. Et surtout, dites-moi à chaque fois ce que vous pensez par rapport à telle histoire en commentaire. Et surtout, utilisez les H1, H2, H3 pour dire histoire 2, H1, bien H2, ça veut dire histoire 2, H3, histoire 3, pour dire voilà, fais comme ça, fais comme ça. Et sachez que tous ceux qui racontent les histoires là viennent toujours pour écouter aussi et lire vos commentaires. Donc, si vous avez un truc à dire, n'hésitez pas, faites-le en commentaire. Sachez qu'ils vont forcément lire votre commentaire. Voilà. Donc, écoutez attentivement, s'il vous plaît. Première histoire. Bonsoir DMTV, bonsoir la communauté. Moi, je m'appelle Charvalène, c'est la première fois que je viens raconter. Je voulais vous raconter une histoire et c'est ma propre histoire. C'est c'est une forme de témoignage que je vais faire parce que cette histoire m'est arrivée. Et jusqu'à présent, j'essaie encore de me remettre de ça parce que ça m'a vraiment touchée. L'histoire commence après mon bac. Quand j'ai gagné mon bac, j'étais en province parce que je suis gabonaise. J'étais dans une province, j'étais dans la province de Mouila. Comme je gagne mon bac, je rentre, je descends à Libreville, à la capitale, pour commencer les cours à l'université. Au début, ça allait bien, je me allais à l'école. Et après, à un moment donné, je me rends compte que l'envie d'aller à l'école a complètement disparu. Et je ne voulais plus aller à l'école. J'avais tellement une paresse en moi que je manquais déjà des cours et j'ai abandonné. J'ai abandonné l'école, j'ai abandonné. Et je, pendant ce temps, j'étais en relation aussi avec un gars. J'étais en relation, mais ça n'allait pas. Je quittais de relation en relation. Aujourd'hui, je fais 6 mois avec une personne. Après, ça ne va pas. Il me dit non, c'est bon, il ne veut plus. Après, je rencontre une autre personne, ça s'enchaînait. Je ne prenais pas le temps de réfléchir. J'enchaînais des relations, des relations. Et c'est comme ça que ça finissait toujours de la même manière, de la même façon. Il y avait toujours les mêmes problèmes. Je peux faire 3 mois avec la personne, ça va bien. Après, tout d'un coup, il y a un souci. La personne me dit non, c'est bon, je ne veux plus. Je me suis Au début, je me disais, non, les hommes sont toujours les mêmes, c'est pareil, ils sont pareils et tout. Mais après, je me suis assise, j'ai commencé à réfléchir, je me dis, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Parce qu'on ne va pas dire toujours que les hommes sont les mêmes. Il faut aussi essayer il faut aussi essayer de revoir ta vie, essayer de penser que qu'est-ce qui ne va pas. C'est pas toujours, il faut pas toujours jeter la faute sur l'autre. Je me suis assise, j'ai réfléchi, j'ai dit non, je dois chercher parce que c'est un peu bizarre. Je suis déjà arrivée, déjà sur le point de l'école, j'ai abandonné. J'ai le découragement total, je ne veux plus aller à l'école, je ne sais pas. Je dois chercher et dans les relations amoureuses aussi, ça ne va pas. Je dois chercher qu'est-ce qui ne va pas. J'ai une voisine, elle m'a proposé, elle m'a dit non, allons à l'église. Au début, je ne voulais pas aller à l'église parce que j'avais aussi des expériences bizarres avec certaines églises que j'avais déjà fréquentées.
Je disais non, je ne pars pas, je ne pars pas. Elle m'a dit non, allons, je t'invite. On ne refuse pas l'invitation, je t'invite. Tu pars, tu assistes un dimanche et si ça ne te plaît pas, tu ne viens plus. J'ai dit ok, d'accord, je suis arrivée à l'église. Le premier dimanche, le pasteur a prêché. Son message, ça m'a touchée. C'est comme si le pasteur parlait de moi. Il parlait, il parlait, il parlait, il parlait. Après, il y a eu un moment de puissance, il y a eu un moment de délivrance et tout. Le pasteur est venu, il m'a localisé. Ça veut dire il m'a vu, il a vu ma situation, il m'a localisé. Pendant qu'il est venu, il m'a imposé, pendant qu'il était en train de prier, il est venu vers moi, il m'a imposé les mains. J'étais là, j'ai dit non, moi je ne crois pas trop à ça. Après, j'ai dit bon, Seigneur, je vais disposer mon cœur maintenant pour recevoir. Peut-être que c'est de là que je peux trouver ma guérison. J'ai disposé mon cœur et j'ai commencé. Nous sommes rentrés à la maison. Je disais, bon, je ne crois pas à ça, je ne crois pas, je ne crois pas. Nous sommes rentrés. Après, nous sommes rentrés à la maison. C'est de là que j'ai dit, bon, je veux continuer à aller parce que quand même la parole m'a touchée. Ma parole m'a touchée. J'ai quand même été convaincue par la parole. Je vais partir. Et nous sommes repartis à l'église le vendredi parce que c'est le culte de délivrance. Nous sommes repartis à l'église au vendredi. Et c'est de là que je tentais de prier. Je disais dans mon cœur que Seigneur, je ne suis pas venue à l'église pour que je reparte la même. Si c'était le cas, je devais rester chez moi, comme j'ai toujours fait. Donc, si je sors d'ici, que je n'ai pas trouvé ma situation, Seigneur, je ne reviendrai plus dans ta maison. Je n'ai même pas fini de prier que l'homme de Dieu se dirige vers moi. Il commence à prier sur moi. Après, tout d'un coup, il repart, il prend le micro, il dit non, la fille qui est habillée en vert vient devant. Je suis dans la prière, je comprends que la fille qui est habillée en vert, je ouvre les yeux, je regarde derrière, je dis non, c'est pas moi qui l'appelle. Il dit oui, toi qui regardes derrière là, viens. Je pars devant, il me dit, je vois qu'on t'a mis un masque, on t'a collé un masque de vieillesse. Je dis qui? Non, c'est pas moi. Il dit si, c'est toi. Je vois qu'on t'a collé un masque de vieillesse, voilà pourquoi. On peut te regarder, mais on ne te voit pas. On peut te regarder, on ne te voit pas. Je dis non, ça, c'est pas possible. Il dit si, c'est possible. On peut te regarder, mais on ne te voit pas. Tu as l'esprit de vieillesse en toi. On t'a collé un masque. Maintenant, tu vas répéter après moi pour enlever ce masque qu'on t'a collé. J'ai dit ok. Il a commencé à prier. Je répétais après lui. Il a prié, je répétais après lui. Quand il a fini, il a imposé les mains sur moi. Je suis tombée et j'ai peut-être perdu connaissance 2 ou 3 minutes. Quand je me suis relevée, je suis allée m'asseoir. J'étais là, j'étais perdue, j'étais vraiment traumatisée. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui... Donc, c'est comme ça que ça se passe. Après, il m'a vu, il m'a appelé après, il m'a dit, je veux te voir en secret parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu te révéler parce qu'il y avait du monde. Et j'aime pas trop parler de la vie des gens devant le monde comme ça. J'ai dit, ok. Je suis allée le voir après. Il m'a dit, il faudrait qu'on fasse un travail avec toi parce qu'on t'a collé un masque de vieillesse. Ça veut dire que tu peux aller partout. À chaque fois que tu vas aller déposer quelque chose, on va pas te voir, on va voir une vieille femme. Pourtant, tu es jeune, tu es bien. On va toujours voir une vieille femme. Donc voilà pourquoi on doit travailler sur toi. Tu dois faire un travail spirituel. Je suis restée scandalisée. J'ai dit, pasteur, dis-moi la personne qui m'a
L'ancien qui m'a collé ça, il me dit non, je ne peux pas, mais on doit travailler, on doit faire un travail sur toi. J'ai dit ok, j'ai commencé à aller à l'église et il m'a dit quand tu seras prête pour le travail, tu viens vers moi, tu me dis le jour que tu es prête, on va commencer. Le jour que j'étais prête, je suis partie, j'ai pris rendez-vous avec sa secrétaire. Quand je arrive dans son bureau, il me dit que non, ça ne vaut plus la peine parce que j'ai commencé le travail depuis, mais je sais que tu es déjà guéri, mais il a pris de l'eau, il a béni, il m'a lavé le visage avec. Il m'a lavé le visage. Je te jure que même les gens, quand je suis sortie de là, même des gens qui m'avaient déjà abandonné depuis, j'étais vraiment étonnée de voir que plusieurs personnes m'ont écrit. Aujourd'hui, je passe même dans la rue, j'entends même déjà les gens qui me sifflent de partout. Après, je me suis dit non, mais pour l'instant, je préfère rester comme ça et vivre ma vie comme ça. Je décide d'abord de suivre d'abord la voie de Dieu. Après, je veux penser à avoir une autre relation. Et je suis maintenant en Christ, j'ai accepté le Seigneur, je me suis dit que je dis que longtemps je suis restée dans le monde, longtemps je suis restée sans connaître Jésus, sans connaître Dieu, mais je n'ai rien fait de ma vie. Maintenant, je décide maintenant de suivre l'Éternel. Et jusqu'à aujourd'hui, je pars à l'église, je suis rentrée dans des comités, dans l'église, et je vis maintenant comme ça. Il y a beaucoup de gens qui m'abordent parce que mon étoile est revenue. C'est plus la vieille dame qui voyait, c'est plus la vieille femme qui voyait en moi, qui voit maintenant, c'est la jeune fille. Et beaucoup de gens m'abordent, mais je dis c'est pas encore le temps pour moi de me remettre en couple. Je dois d'abord construire une relation avec Dieu. Après, les choses vont suivre. Je voulais raconter cette histoire parce que ça m'a vraiment touchée. Je me suis dit, on remet toujours la faute sur les autres. Que oh, le gars-là, il est comme ça, c'est comme ça, les hommes sont comme ça, les hommes sont comme ça. Mais le conseil que je voudrais faire passer là maintenant, c'est que quand tu as une situation qui t'arrive, comme c'est toujours la même chose qui se répète, à un moment donné, tu t'assois, tu essaies de réfléchir en disant que tu essaies de te poser des questions pour savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. N'accuse pas les autres. N'accuse pas les autres parce que tu ne sais pas. Chacun vient au monde avec ses choses. Chaque parent a signé des choses. Et peut-être que c'était ça ma part, mais aujourd'hui, j'ai brisé le lien qui y avait entre mes parents et moi et tout. Donc, c'est pour dire que dans la vie, il ne faut jamais accuser les autres. Moi, pour ma part, c'était moi le problème. C'était moi le problème parce que quand j'étais en relation avec ces hommes-là, ils voyaient une vieille femme en moi. Ils voyaient une vieille femme. Tu ne vas pas vivre avec une vieille femme. Tu ne vas pas continuer à être en relation avec une vieille femme. Et j'ai compris ça comme ça. Et aujourd'hui, je remercie l'Éternel parce que il m'a délivré et je ne cesserai de lui dire merci, de le louer, de l'adorer. Et je me sens bien maintenant, je me sens belle, je me sens joyeuse, je me sens rayonnante et je préfère vivre d'abord comme ça. Et je loue l'Éternel pour ses bienfaits. C'était tout pour l'histoire. Je voulais raconter ça aujourd'hui parce que
Ça m'a vraiment touchée, ça m'a vraiment touchée. Merci beaucoup pour cette histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir DMG. Je viens raconter l'histoire de mon cousin. L'histoire de mon cousin qui m'était racontée par ma petite sœur. Bien avant que je ne voyage, lorsque j'étais encore au Gabon, mon cousin faisait les préparatifs de son mariage. Et lui et sa femme en question, ils avaient déjà des enfants. Donc, lorsque j'ai quitté le Gabon, c'est là où ils se sont mariés. Et maintenant, après, ma petite soeur me fait part de cela. Ma petite soeur me dit non, il y a mon cousin qui s'est marié et sa femme est décédée. Ils ont seulement fait 1 an de mariage. Ils se sont mariés à la mairie, ils se sont mariés à la coutume, pardon, ensuite à la mairie. Et lorsque mon cousin allait pour épouser sa femme à la coutume, dans son village, il y a les parents de la fille, de la femme de mon cousin, qui ont dit à mon cousin, ils ont dit, cache à notre famille que les filles de cette famille-là ne vont pas en mariage. C'est comme ça que mon cousin s'est entêté. La femme aussi s'est entêtée qu'elle se marie. Ils se sont mariés à la coutume, ils se sont mariés à la mairie. 1 an après leur mariage, elle a encore fait un nouveau-né. Dans la nuit, elle était là avec son mari, en train de suivre la télé. Elle a fait à manger à son mari. Après, elle s'est levée, elle a dit elle va dormir. Mon cousin aussi l'a suivi. Quand mon cousin l'a suivi, ils sont allés dormir. Dans la nuit, le bébé ne fait que pleurer, 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 pleurer. Mon cousin réveille sa femme que, est-ce que tu n'entends pas le bébé qui est en train de pleurer là? Le bébé ne fait que pleurer, pleurer. L'enfant avait 2 mois. L'enfant ne fait que pleurer, pleurer. Quand mon cousin secoue sa femme, il essaie de retourner la femme. La femme est morte depuis. La femme est partie. Elle est décédée depuis. Donc, ils avaient l'interdiction chez eux de se marier. Ils avaient l'interdiction qu'on appelle à quai. Dans leur famille, ils ont un quai que les filles de leur famille, en fait, ils ne vont pas en mariage. Ils ont ça à quai, c'est interdit à quai là. C'est ce qui a tué la fille là. Comme elle a relevé le défi contre les membres de sa famille, qu'elle se marie, ils ont dit qu'on va voir. C'est comme ça qu'on l'a pris dans un quai là. À quai, c'est des choses de sorcellerie en fait. C'est comme ça qu'on l'a pris dans un quai. Comme moi je suis fandon, on appelle ça un quai chez nous. C'est comme ça qu'on l'a pris dans un quai. La fille est morte. La fille est morte après 1 an de mariage. Pendant qu'elle vivait en concubinage avec mon cousin, ils avaient des enfants et tout. Elle ne faisait que faire les enfants, elle était en vie, donc il suffisait seulement qu'elle se marie, qu'elle traverse l'interdit qui est à quai là pour qu'elle meure. C'est comme ça que la fille est décédée. La femme de mon cousin, elle est partie à cause de l'interdit à quai. Donc, il n'y a que Dieu. Avant de faire toute chose, il faut toujours demander à Dieu. La morale de l'histoire, c'est qu'il n'y a que Dieu. Faudrait que nous puissions toujours mettre Dieu devant dans nos vies, dans toutes choses. Nous ne devons pas faire quoi que ce soit sans demander la vie de Dieu. Nous devons toujours avoir la vie de Dieu dans tout ce que nous faisons. Elle n'était pas chrétienne, elle ne priait pas. Elle n'était pas chrétienne, elle n'était rien, elle ne priait pas. Si c'était qu'elle priait, il n'y a que la prière pour briser tous les chaînes, pour briser toutes les mauvaises paroles que les sorciers ont déclarées dans nos vies, pour briser tous les liens qui nous lient. Il n'y a que la prière. Elle ne priait pas. C'est comme ça que ma belle-sœur est partie. C'est comme ça qu'elle est partie jusqu'à aujourd'hui. J'espère que mon histoire va toucher, va plaire à d'autres personnes aussi. Je l'espère que mon histoire va plaire à d'autres personnes. C'était ma petite histoire qui m'était racontée par ma petite sœur. C'est ce qu'elle m'a dit que voilà ce qui s'était passé ici. Moi aussi, je tenais à partager la petite histoire avec vous. Ok, du courage. Vraiment, DMG, c'est pas facile. Du courage. Vraiment que Dieu te soutienne. Qu'il te soutienne, qu'il agrandisse encore, qu'il agrandisse encore cette chaîne-là de plus en plus chaque jour,
qu'il crée, que cette chaîne-là grandit. Vraiment. Ton émission ouvre les yeux aux aveugles. Ton émission ouvre les yeux aux gens. Ton émission fait en sorte que les gens se méfient. Tu peux même être là avec ton mari dans la maison. Il te dit tout le temps une parole, il te dit tout le temps une parole. À travers ton émission, tu vas commencer à dire que faut plus me dire ça, ça ne se dit pas. Parce que si tu laisses cette parole-là, si tu lui laisses te dire tout le temps cette parole, même si c'est dans la blague, ça va finir par prendre l'impact dans ta vie. Donc, à travers ton émission vraiment ouvre les yeux à plusieurs personnes. Vraiment. Que Dieu te bénisse, qu'il te remplisse et qu'il te protège. Je te mets sous sa couverture divine au nom de Jésus. Merci beaucoup pour cette histoire. Là, on passe à la troisième histoire. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien. Quant à moi, ça va. Bon, je voulais vous raconter une petite histoire qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Au fait, c'est 4 gars qui ont grandi ensemble et c'était les rêves d'aller en Europe. Tu vois, c'était les rêves d'aller en Europe et tout. Ils ont beaux-arts, ils sont venus en Europe. Et ils sont passés par l'Italie, allez, ils sont rentrés en France et tout. Et arrivés en France, il fallait maintenant se disperser pour trouver un coin pour dormir. Voilà, une seule personne ne pouvait pas les héberger, les 4. Donc, ils se sont dispersés, pardon. Tu comprends, non? Voilà. Et 3 ans plus tard, il y a un parmi eux qui a rencontré une blanche. Bon, il a rencontré la blanche et tout. Il a eu un enfant avec elle et après, il a eu ses papiers. Voilà. Donc, il reste 3. Il y a un qui a eu les papiers, les 3 autres n'ont pas eu de papiers. Le gars, il va à Abidjan. Arrivé à Abidjan, comme ce sont ses gars, ils ont grandi ensemble, donc il connaît la famille de ses amis. Il va voir la mère de un de ses amis. Je donne des noms comme ça, hein. Par exemple. Il va chez Bertrand. Arrivé chez Bertrand, il salue la maman de Bertrand. Il fait un direct. Il filme la maman de Bertrand. Il se filme et puis il parle. Bertrand, viens voir maman. Voilà maman. Elle a pris de l'âge. C'est pas bon. Tu es allé en Europe, ça fait 3 ans maintenant. Il faut venir voir maman. De temps en temps, il faut venir au pays. Il finit. Il s'en va voir la mère de un autre encore. Je donne un exemple. Il s'appelle Olivier. Il s'en va voir la mère d'Olivier. Olivier, viens voir maman. Ça fait 3 ans que tu es parti en Europe. Tu ne viens pas voir maman. Maman est en train de vieillir. C'est pas bien. Puis il fait, c'est un direct, il fait. Hein. Et puis, quand il finit, il va voir la maman du 3e. Il donne un autre nom, Charles. Et il fait la même bêtise. Tu vois? Il finit de passer son séjour. Il rentre en France. Les gars vont le voir pour lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Eric, c'est un exemple. Il donne un nom comme ça. Eric, qu'est-ce qui se passe? Tu vas à Abidjan, tu vas nous afficher, tu vas faire des directs chez nous, tout ça là. Il dit non, les gars, ne vous fâchez pas, c'était pour vous motiver, ne vous fâchez pas. Il faisait ça pour vous motiver, pour que vous veniez voir un peu la famille au pays. Les gars disent, mais c'est pas une raison, c'est pas comme ça que tu as nous motiver. Tu connais notre situation, tu sais que nous sommes ici là, on n'a pas de papiers. Si toi tu as eu la chance d'avoir tes papiers pour aller à Abidjan, il ne faut pas partout nous afficher. Et non, les gars, ne vous fâchez pas, c'était pour vous motiver. Les gars disent, il faut que ça s'arrête à là, il ne faut plus ça se répéter. Il dit non, il n'y a pas de souci. DMG, le gars repart encore à Abidjan. Les mêmes bêtises, il refait encore. Tu comprends? Il revient en France. Quand il revient en France, 2 de ces gars-là viennent le trouver chez lui parce qu'ils savent où il est. Ils vont le bastonner correctement comme il le faut. Tu vois? Et puis les gars lui disent, ça c'est un avertissement. La prochaine fois, si tu vas encore à Abidjan, on va nous afficher sur nos parents là. Ça va, là va te tuer. Il repart encore à Abidjan, quelques temps plus tard. Il s'en a encore fait les mêmes bêtises. Oh, venez voir vos parents, c'est pas bien. Hein? Vous venez me frapper chez moi parce que j'ai dit la vérité. Ça fait combien d'années maintenant vous êtes en France? Ça fait maintenant bientôt 10 ans que vous êtes là-bas. Venez, hein? Venez voir vos parents. C'est pas normal. C'est pas normal. Il s'en va chez la maman d'Olivier. Il filme la maman d'Olivier et puis il dit les mêmes choses. Là. Il va chez la maman de Charles. Il filme la maman de Charles et puis il parle. Charles, il y a ta maman. Elle a eu un AVC. Il n'y a pas longtemps. Viens voir maman. C'est pas normal. Tu vois? Après encore, il s'en va voir la maman de Bertrand. Il fait les mêmes bêtises là. Il revient en France. Ça fait la 3e fois. Ok. Il s'en va encore à Abidjan la 4e fois. Il s'en a encore fait les mêmes bêtises encore. C'est les parents de ses amis. Il les affiche. Venez voir la famille. C'est pas normal. Ça fait bientôt 12 ans que vous êtes en Europe. Vous ne venez pas. C'est pas normal. C'est pas normal que vous êtes en Europe et vous ne venez pas voir maman. Attends, il sait très bien que ses amis n'ont pas de papiers. C'est pour ça que ses amis ne vont pas à Abidjan.
Il les affiche, il les affiche, il les affiche. Tu comprends? Ok, il a fini de passer son séjour maintenant. Papa. Il va rentrer en France. Arrivé à l'aéroport d'Abidjan, le douanier regarde son passeport, y compris son titre de séjour. Le douanier dit, mais gars, c'est pas toi qui es sur la photo. Il dit, comment c'est pas moi qui suis sur la photo? Il dit, mais c'est pas toi. Le gars dit, mais moi je viens, toujours je viens. Comment c'est pas moi? Le gars dit, le douanier dit, il y a un souci. Quand moi je regarde la photo, il te regarde, c'est pas toi. Quand je regarde la photo du passeport aussi, quand il te regarde, c'est pas toi. Le gars dit, comment c'est pas moi? Scandale dans l'aéroport là. Jusqu'à ce qu'on le voit maintenant. Le gradé vient, il regarde, il dit, car c'est pas toi qui es sur la photo du titre de séjour. Et sur le passeport aussi, c'est pas toi. Quand on regarde, c'est pas toi. Toi, tu es noir. La personne qui est sur la photo aussi est métisse. C'est pas toi. Ça devient un scandale. Le gars dit, si tu continues, on va te prendre, on va t'envoyer à la Maca. Tu comprends? Si tu continues, on te prend, on t'envoie. Ça là, c'est comme de la naque. C'est pas bon. Tu comprends? Donc maintenant, le gars, maintenant, il pète les plombs maintenant. Il sort maintenant de l'aéroport. Il commence à crier. Oh, ça c'est la sorcellerie en live. Et puis on coupe. Il a perdu la mémoire. Il est devenu fou en même temps complètement. Il commence à crier dans les rues d'Abidjan. Oh, non. Il commence à se déshabiller. Il court ici. Il rentre là-bas. Il fait ceci. Il fait cela. Il fait ceci. Il fait cela. Oh, mais vraiment, c'était pas facile. C'était pas facile. Donc, c'est une manière de dire donc que il ne faut pas te moquer de ton prochain comme pour toi brille. Parce que dans la vie, là, on ne sait jamais. Il ne faut pas te moquer. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas si c'est entre les amis, là. Tu as appelé peut-être au village pour gérer. On ne sait pas si peut-être même c'est quand on appelle ça même, la maman de un de ses amis, là, qui a fait ça. On ne sait pas. Donc, c'est une manière de dire que DMG, il ne faut pas se moquer de ton prochain quand ça va chez toi. Ce n'est pas une bonne chose. Il ne faut pas te moquer de ton prochain. Donc, c'était un peu ça, quoi. Il faut se méfier. Et l'Afrique reste l'Afrique avec ses mystères. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonjour DMG, bonjour aux abonnés de DMG TV. Partagez, likez massivement pour faire évoluer et avancer notre concept. Parce que, honnêtement, DMG, c'est agréable. Maintenant, tous les jours, pour moi, les journées, honnêtement, sont agréables avec l'émission. Parce que ça me fait passer du temps quand je suis au travail. Je mets mes écouteurs et ça passe rapidement. Bon, c'est mon histoire que j'ai vécue, que j'aimerais partager avec vous. C'est une histoire qui m'a tellement traumatisée jusqu'au jour d'aujourd'hui. En fait, j'ai eu une amie de longue date on a fait l'internat à l'époque, étant petit au moyen 1, dans un village du pays. Alors, on s'est perdu de vue, on se retrouve des années après, nous sommes des jeunes filles, et on se retrouve et on ne s'est plus jamais lâché. On était fusionnels, c'est-à-dire tous les jours, on s'appelait pour savoir comment l'autre avait dormi. Elle vivait à Yaoundé, moi à Douala, mais c'est comme si on était ensemble tous les jours, c'est-à-dire tous les jours, on se parlait. Alors, à l'époque, elle était avec un homme marié. L'homme était marié, mais il vivait dans une autre ville que là où elle vivait. C'était un homme influent. Moi aussi, j'étais avec un homme marié. Et bon, voilà, on se complétait comme ça. Chacune de nous était chez elle, dans sa maison, payée par ces hommes-là. Donc, voilà. Donc, l'homme marié lui promettait le mariage. Sauf qu'il avait une femme avec qui il vivait déjà avant. Bon, il n'était pas encore marié, il vivait maritalement avec une femme. Mais il allait légaliser la dame avant elle. Donc, quand il la légalise, elle est traumatisée par ça. Mais elle a son gars, un gars avec qui elle est sortie par le passé, qui était ici en Europe, qui revient des années après, qui vient l'épouser. J'étais le témoin du mariage. Du coup, elle continuait à fricoter avec l'homme marié. Son gars, lui, quand il venait, il repartait. L'homme marié aussi vivait dans une autre ville, au nord du pays. Donc, du coup, il n'était pas régulier là. Et quand elle se marie, donc, elle ne dit pas à l'homme qui s'est marié, là, qu'elle s'est aussi mariée. Quand il se voit, quand elle doit aller le retrouver dans l'autre ville, elle enlève l'alliance et tout. Donc, je lui avais demandé de lui dire, elle m'a dit, ne lui dis pas. Ce qui fait qu'elle ment à l'homme marié qu'elle est rentrée en famille chez son père. Parce que l'homme marié, c'est lui qui payait sa maison quand elle était célibataire. Lui, sachant qu'elle est célibataire, donc il continuait de la payer. Mais elle, sachant qu'elle s'est mariée et que son mari, quand il vient, c'est là où il est. Donc, du coup, elle a fait quoi à l'homme marié qu'elle est rentrée chez son papa et chez son papa. Donc, l'homme marié, sachant son père strict, il ne pouvait pas venir quand il venait. Parce que généralement, quand il venait dans la capitale politique, il habitait avec elle. Donc, l'homme marié en question. Donc, il savait qu'il ne pouvait plus venir là parce qu'elle était rentrée en famille. Pourtant, elle était toujours dans sa maison, elle a gardé sa maison. C'est comme ça qu'un jour, l'homme marié, elle avait demandé à l'homme marié une grosse somme pour faire une formation et tout. L'homme, il débarque dans la capitale politique. Il part chez son père parce qu'il connaissait son père. Donc, ils ont quand même fait 10 ans ensemble. Il débarque chez son père. Il appelle les devant la maison. Il est garé à côté. Et il était 22 ans environ. Il appelle.
Elle décroche naturellement pour elle. Son chéri l'appelle le soir, son gars l'appelle le soir. Elle, oui, elle dit que oui, je suis où? Elle dit à la maison. Elle dit, ok, sors, je suis garée dehors. Le temps de voir qu'elle a la chance, truc et tout. Après, elle demande à l'homme, elle se souvient qu'elle lui a demandé l'argent. Elle demande, l'argent que je t'ai demandé, tu as ça. Il dit, oui, j'ai ça, je suis dans la voiture, viens, viens. Elle raccroche. Elle se dit, je vais faire comment maintenant? Elle s'est dit qu'elle pouvait rattraper le tija. Elle dit au monsieur qu'elle n'est pas là, mais elle arrive et tout. Et donc, elle rappelle le monsieur, elle dit, j'ai plutôt dormi chez mon grand frère et tout. Le monsieur dit, ne m'appelle plus jamais. Il a raccroché. Donc, moi, j'étais enceinte à 8 mois de grossesse à terme, moi également. Elle était en début de grossesse, elle était à 4 mois. Donc, moi, je n'ai pas marché pour chercher mes souilles à la nuit. J'habitais à Makepe. Je pars avec Cour suprême, ceux qui connaissent Douala, la Cour suprême Makepe, il y a le souillard là-bas et tout. Je pars chercher mon piment la nuit, femme enceinte, j'ai laissé mon téléphone à la maison. Quand je rentre vers 2 heures par là, je trouve qu'elle... Non, je rentre, oui, vers 2 heures par là, je trouve qu'elle m'a appelé. Je, je vois elle m'a appelé, je me dis, bon, il est tard, parce qu'elle aussi est enceinte. Je me dis, certainement, à cette heure-ci, elle doit être endormie. Tant qu'à faire, je vais l'appeler demain pour essayer de savoir pourquoi elle m'a appelé avec insistance. À cette heure-là, je ne vais pas la réveiller et tout. Le matin, je l'appelle, elle me dit que ma soeur, elle me raconte la situation, comment le gars, il a débarqué et tout. Et que quand elle a dit au monsieur qu'elle n'était pas là, le monsieur a dit, je ne l'appelle plus jamais. Elle veut savoir si c'est que le monsieur l'a vraiment banqué et tout. Elle me demande, est-ce que je ne connais pas quelqu'un qui fait la vision à Yaoundé? Je lui ai dit que ma chérie, je ne connais pas. Je suis ici à Douala, moi, je ne connais pas. Mais quand cela ne tient, je vais appeler une grande soeur qui est à Yaoundé. Si jamais elle connaît quelqu'un, je vous mets en contact et puis la personne, elle va t'amener là-bas. J'ai appelé une grande soeur qui est à Yaoundé. C'est comme ça que ma grande soeur, elle m'a dit, donne-lui mon numéro au téléphone, je vais l'amener. Et ma grande soeur, elle s'était déjà vue à l'occasion chez moi quelquefois. C'est comme ça que je donne son numéro au téléphone, elle se rencontre, elle prend sa voiture, elle part là-bas et tout. Et à moi aussi de lui dire qu'on ne sait jamais, maman. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée dans ces choses-là et tout machin. Et dans mon état, si où le père de mon enfant me faisait voir des bleus et des verts, lui n'étant pas aussi au Cameroun à cette période-là, il disait pas au Cameroun. Donc, du coup, je lui dis que regarde, moi aussi, là-bas, si c'est que mes choses seront claires et tout, parce que la catégorie de gars, me menace à la grossesse et tout. Donc, ça qu'elles s'en vont là-bas. Quand elles s'en vont, dès qu'elle entre, la dame, dès qu'elle jette les courriers directement, elle dit, ouais, pourquoi on veut tuer la fille si on va la tuer? Pourquoi on veut la tuer? Elle va accoucher, elle va mourir sur la table d'accouchement, elle va faire un petit garçon, elle va passer. Elle me décrit, elle dit elle est noire, elle a comme ça, elle me décrit, elle dit elle aime sourire et tout, oh là là, on veut la tuer, pourquoi? Ouais, l'enfant, il va mourir sur la table d'accouchement. À ma copine maintenant d'appeler, elle appelle ma copine qui l'a accompagnée là-bas, que viens écouter ce qu'on dit ici, parce que quand je vais répéter ça à ta personne, elle ne va pas croire, il faut venir écouter, on va lui dire ça ensemble. C'est ça que ma copine aussi entre là-bas, elle écoute comment la dame lui dit ça. Quand elle finit, maintenant, elle m'appelle, elle me dit, tu es à quel niveau? Je lui dis, je suis à Makepe, elle me dit, à quel niveau? Je lui dis, ben, parcours vite, elle me dit, rentre. À la maison, on va parler. Quand je rentre chez moi, elle m'appelle, elle me dit, voilà ce que la dame a dit et tout, machin. Je lui dis, après, elle me dit, voilà. Je lui dis, en tout cas, moi, je suis prête à toute éventualité. L'accouchement, c'est soit tu accouches par voie basse, soit tu accouches par césarienne. Je suis prête à ce que ça se passe, que ce soit par césarienne ou pas. Je suis prête parce qu'il faut que j'accouche. Je dois accoucher. Donc, je ne vois pas comment on va enlever l'enfant si ce n'est pas par voie basse ou par césarienne. Donc, pour moi, je suis préparée psychologiquement que ça se passe dans les deux cas. Elle me dit, au nom de Jésus, je ne peux pas accoucher par césarienne. C'est ce qu'elle a dit. Elle dit au nom de Jésus. Elle avait fait un premier geste. Donc, moi, j'étais à mon premier geste, mais elle a fait un premier geste. Et aussi, à l'hôpital, quand j'étais partie faire ma dernière échographie, le médecin m'a dit, il faut faire attention, l'enfant, il est à 4 kilos et quelques, vous êtes à 1 mois d'accoucher, donc commencez à réduire sel, sucre et tout, il faut vraiment faire attention parce que l'enfant, il est gros. Donc, quand on me dit ça, je tic. Chez nous, vraiment, on n'a pas la source, il n'y a pas ce qu'on appelle la source. Bon, peut-être à ce que je sache, il y a peut-être de la jalousie, peut-être, mais ce côté-là, les sorciers, pas trop, on n'est pas trop village, on n'est pas trop... Donc, du coup, quand elle m'a dit ça, je suis restée. Je me suis dit, si je commence à stresser par rapport à ça, je suis presque à mon thème de grossesse. Je peux faire une hausse de tension sur la table, soit une baisse de tension. Donc, il faudrait que je me mette en esprit que je dois accoucher. Après, le soir, à une certaine heure, j'appelle ma maman. Je dis à maman, elle me dit oui. Je dis que toi, tu es là, tu es une maman, je commence à m'acharner sur elle, les hormones de grossesse. Toi, tu es là, une maman qui ne prie pas pour ses enfants, tu ne vas pas chez les marabouts. Les mamans sont souvent parfois que soit c'est le marabout, soit c'est la prière. Toi, tu ne connais pas tout ça. Toi, tu vas avoir les enfants, comment tu vas être comme ça? Ma mère me dit, c'est quoi? Je dis, parce que ma copine est partie comme ça, on lui a dit ci, on lui a dit ça. Elle a dit, ok, elle restait calme. Après, à 23 heures, elle m'appelle, elle me dit, tu dors? Je dis, oui, je dors, maman. Elle me dit, viens demain matin à jeun, bien à jeun. Demain matin, on se retrouve à PK11. À PK11. Il y avait une église là-bas, il y avait un monsieur chez qui elle partait de temps à autre parce qu'elle n'était pas très église.
Mais généralement, elle a souvent envoyé beaucoup de personnes chez ce monsieur, ce qui fait que le monsieur, là, quand les gens allaient, on lui disait, c'est madame telle qui nous a envoyé et tout. Donc, du coup, il la connaissait comme une fervente de là, quoi. Donc, quand nous sommes arrivés, il nous a priorisé, on est entré. Ma mère est obligée, elle a menti ce jour-là. Elle dit, ma fille, elle dit, ma fille est allée quelque part. Non, ma fille est allée à l'hôpital, elle dit que l'enfant est costaud. C'est comme ça que le monsieur, il touche mon ventre, il me donne un bouchon d'huile d'olive, il me dit avale. Je dis avaler. Il me dit tous, je tousse. Il me dit tous encore, je tousse. Il me dit ton enfant, il est costaud, mais tu vas accoucher. Tu vas accoucher où? Je lui dis. Il me dit on va centrer les prières vers là-bas et tu vas bien accoucher. Oui, ma fille, oui, papa. Il me dit ok. Reviens vendredi à la délivrance avec 2 bouteilles d'huile d'olive, une pour l'église, tu vas rester ici à l'église, une tu vas ramener avec toi. Et à l'époque, là, au Cameroun, la bouteille d'huile d'olive coûtait la grande, là, 1 litre, là, ça coûtait 11 000, je crois, oui. Je suis restée, j'ai dit que, maman, en fin de grossesse comme ça, même les 22 000 là, ça va me servir ici. J'étais là, j'ai vu que c'était un argent qu'elle allait dépenser. Je suis restée zen, c'est-à-dire que je ne voulais même pas faire. Tellement, j'étais d'abord tellement joyeuse de faire mon enfant. J'ai fait mon fils à 33 ans, donc du coup, ouais, j'étais imperturbable. Tout ce qu'on disait là. Je me suis dit, si je commence à avoir peur, je vais me retrouver en train d'avoir des complications. C'est un enfant que j'ai désiré, même si son père il me dérange, c'est pour moi d'abord mon enfant, c'est pour moi, c'est lui, je le veux et tout, machin, quoi. Alors, le jour où je commence les contractions, je vais à l'hôpital, il était minuit environ. Maman, contraction, le sang. Contraction, je contracte, c'est le sang. Le sang, le sang, le sang, le sang. Aïe! Les infirmiers, je suis là comme ça. Et voilà, en passant. Une fois aussi, je faisais suivre à une clinique à Kotor. Je suis une dame dans le privé et je payais les examens vraiment cher là-bas. Un jour, ma soeur, elle m'appelle, elle est dans un bar dansant et tout, machin. J'arrive là-bas, elle était enceinte. Elle a tellement dansé la sicko dans le bar là qu'il y a un monsieur qui se lève, un jeune qui la farotte et tout. Après, le gars, il dit, il s'occupe des femmes enceintes à l'hôpital là et tout, machin. Il est de ce côté, il s'occupe de ce je m'enseigne, quoi. Donc, du coup, je lui demande, excusez-moi, vous faites des examens, tel examen à combien? Il me dit, tel à combien? Je dis, oui. Je dis, mais attends, vous faites ça ici à 7 000, là-bas, je paye 15 000. Pourquoi aller payer cher là-bas alors que je peux faire ça ici? Du coup, je prends son contact. Et comme il était de ma tribu, ce qui fait que chaque fois quand je venais à l'hôpital pour certaines analyses, il me faisait passer avant. Donc, quand j'arrivais, il me faisait vite passer voir le gynécologue et tout. Donc, quand je viens maintenant accoucher dans cet hôpital-là, et que ça se complique, c'était le matin, je suis arrivée à minuit, mais au petit matin, je l'appelle, je lui ai dit, tu es où? Il me dit, je suis en bas. Je dis, monte, s'il te plaît, je suis en train de perdre ma vie. Il me dit, j'arrive. Je lui ai dit, je suis à la maternité. Quand il arrive à la maternité, j'attends, je me dis, mais attends. Depuis que j'appelle ce gars, c'est comment? Je l'appelle encore, il me dit, je suis venu, ma soeur, mais j'ai laissé les consignes. On a refusé que je lui ai dit que non, viens, entre, viens me voir, je suis en train de perdre ma vie, je me vide de mon sang, viens. Comme ça, quand il arrive, on s'est vu nez à nez. Honnêtement, il m'a pas fait, il m'a seulement regardé. Il m'a voulu montrer qu'il était paniqué directement. Le gynécologue, en fait, des hôpitaux d'État au Cameroun, je ne sais pas si c'est tous les hôpitaux, mais généralement, ils viennent là sur rendez-vous avec les malades. Vite fait, ils sont partis parce que eux, ils ont leur cabinet en privé où ils prennent plus d'argent et ils sont plus disponibles, plus à l'écoute des malades, quoi. Donc, à l'hôpital où j'étais venue accoucher, les césariennes, généralement, ils les programmaient. Ils venaient opérer peut-être pour une journée et puis après, ils refaisaient des programmations. Donc, du coup, mon frère, là, comme c'était un de ses hommes de main, il est parti chez lui à la maison et il avait une césarienne chez lui qui était programmée. Il va lui dire, j'ai ma soeur qui est à l'hôpital, donc si tu ne viens pas, elle va perdre sa vie. C'est ce que j'ai vu là. C'est comme ça que le gynécologue, il appelle l'hôpital pour dire préparer le bloc opératoire et tout. C'est comme ça qu'on a ouvert le bloc uniquement pour moi. On a commencé à préparer le bloc et tout. Et moi-même, j'ai dit que opérez-moi. J'ai crié opérez-moi. On a écrit sur mon carnet, la cliente sollicite une césarienne. Je prends, on m'amène au bloc opératoire, on me longe, on est en train de m'épiler, épiler. C'est là où le monsieur, il arrive. Quand il arrive, il me voit coucher. Il dit, à la porte, il n'est même pas entré. Il dit, pourquoi il y a hémorragie? Je vois, elle est en train de saigner. Pourquoi elle perd son sang? Elle se vide de son sang. Pourquoi? Pourquoi il y a hémorragie? Je ne peux pas ouvrir son ventre. Pourquoi elle saigne autant? Et après, on s'est mis en prière, nous tous. Je vous salue Marie, notre Père qui est aux cieux. Il a commencé l'opération. Je participais puisqu'on m'a fait une anesthésie locale. Je participais. Et à un moment, il s'est arrêté, il arrête l'opération. Il regarde une dame en face de lui, une infirmière qui était là. Il lui demande, pourquoi tu n'es pas dans la salle? Pourquoi ton esprit n'est pas avec nous? Il dit, tant que tu ne reviens pas en salle, je ne continue pas. Pourquoi ton esprit n'est pas avec nous? Reviens en salle. Et après, il a continué. L'enfant, mon fils, il est né. L'hémorragie a continué. Il dit, il ne peut pas fermer mon ventre sans savoir pourquoi ça continue de saigner. On m'a facturé un produit, un petit produit, hein. Juste, on l'avait payé, je crois, à 9 990, on a mis. Ça a arrêté le saignement. C'est comme ça que, après,
je suis sortie. Et quand j'entrais au bloc, en fait, j'ai une partie. Mais quand j'étais au bloc, il y a une dame qui dit à ma mère, dehors, que Madame, il faut prier pour votre fille, hein. L'hôpital, c'est la troisième opération qu'on fait. Et les deux autres sont déjà passées. Elle, la troisième qui est rentrée. Ma mère dit, elle va sortir. Quand je finis, je accouche mon fils, je suis joyeuse de le voir, tout beau, tout machin. Mais tous les soirs, il y a une amertume dans mon cœur. Je suis toujours en train de chanter, de louer. Que tes œuvres sont belles. À l'hôpital, je chante toute seule le soir. Quand les malades dorment déjà, je laisse l'enfant avec le garde malade, je peux m'asseoir ailleurs, je chante. Et une petite parenthèse, la dame qui est venue m'assister quand j'ai accouché, c'est celle qui était accompagnée de ma copine, je la voyante à Yaoundé. Donc du coup, ma copine, quand j'accouche, ma garde malade l'appelle pour lui dire, elle a accouché, elle a fait un petit garçon, c'était compliqué, c'était une césarienne, mais c'est bon. C'est comme ça que directement ma copine voit qu'il y a des similitudes avec ce qu'on lui a dit la première fois. Elle repart encore, on lui dit, on voit une femme qui va mourir avec un petit garçon. Une femme va mourir avec un petit garçon. J'accouche, la fille est là. Il y a aussi un truc. Une fois, elle et moi, on avait l'habitude de se faire des mandats. Ma copine et moi, on se faisait des mandats. Et quand on se faisait des mandats, on ne mettait pas les mots de passe. Donc, le 24 décembre, elle m'a envoyé l'argent. Je vais prendre l'argent, j'arrive là-bas. Je suis avec l'enfant, il fait chaud, machin. Je suis dans les rangs et tout. Quand je vais me prendre l'argent, au moment venu, on me dit, il y a un mot de passe, appelez la personne qui vous a envoyé l'argent. Je dis, mais comment elle peut faire ça? Elle et moi, on ne se fait jamais les mandats, on met les mots de passe. À l'époque, il n'y a pas encore les Orange Money comme maintenant en Afrique, là. Donc, ça que je l'appelle, je lui dis, ma chérie, mais comment tu mets un mot de passe? Je suis ici avec l'enfant sur le kangourou. Je veux prendre l'argent, elle me dit, non, ouais, c'est ma ménagère, elle est trop bête. Elle a mis le mot de passe. Tant qu'elle n'habite pas loin, je vais l'appeler. Elle doit encore avoir le bordereau, laquelle ramène le bordereau et tout. Elle appelle la fille amène. La fille a mis sur comme mot de passe God bless. Dieu protège. Ça, c'est le 24. Maintenant, à la fin d'année, là, le 31, elle me dit, l'enfant, s'il ne veut pas sortir de mon ventre, depuis que je suis enceinte, je suis déjà fatiguée de porter la grossesse. Je lui dis, mais attends, il y a des enfants qui vont à plus que ça. Il y a quoi? Supporte. J'étais aussi stressée parce que on était vraiment fusionnels. Je lui dis, mais ça va aller, tu vas accoucher, il y a quoi? Il me dit, non, je suis fatiguée. Si d'ici lundi, je n'ai pas sorti, je vais aller provoquer. Je lui dis, non, ne provoque pas. Alors, je lui dis, j'ai lu sur Internet que le jus d'orange, le jus d'ananas, pardon, et provoque les contractions. Elle me dit, ah oui, il faut boire à quelle fréquence? Je dis, autant que tu voudras, hein, parce que l'ananas, quand même, c'est un fruit naturel. Essaye de voir comment tu peux en prendre autant que tu à volonté. Elle me dit, ok, quand la ménagère vient lundi, elle va aller m'acheter les ananas, elle va me faire boire ça et tout. Je vais me faire ça, je vais boire. Je dis, ok. Elle est sortie, elle m'a envoyé les photos avec son ventre, comment elle partait s'amuser, elle m'a envoyé ça sur Messenger. Même écrit quand même, me dit ce jour-là. Elle écrit mon nom de famille. Elle me dit, c'est que tu n'aimes pas prier, mais fais-moi une minute de prière. Je lui ai dit que, qui est? Ça a quand même tiqué dans mon esprit. Je dis, mais qui est? Une fille solide comme toi. Ah, laisse ça, dit, donc je commence à la remonter. Parce que son tête, moi, je me disais, c'est la peur de l'accouchement, elle n'est pas bien, elle en a marre, les hormones et tout. C'est comme ça qu'elle sort ce jour-là, le lundi. Non, le mardi, elle va provoquer l'accouchement. Elle va provoquer l'accouchement. Moi, je suis couchée chez moi à 3 heures du matin. D'habitude, quand elle a couché le premier enfant, son frère, il m'a appelé la nuit. Moi, je dormais toujours comme ça pour me dire elle a couché, mais elle est fatiguée. Elle a demandé que je t'appelle pour te dire qu'elle a couché. Donc, quand je vois le numéro, son frère m'appeler à 3 heures du matin, je dormais avec mon fils. Je veux décrocher, ça s'arrête. Je me dis certainement, elle a couché, il va m'annoncer la bonne nouvelle parce qu'elle est à thème. Alors, je veux rappeler aussi, moi aussi, je constate que je n'ai pas le crédit. Je lui fais un message, je lui dis, ah, coucou, elle a accouché et tout. Il me dit directement qu'elle est morte en accouchant l'enfant avec. Ah, DMG. J'ai regardé ma vie comme ça. Parce que la fille, là, quand elle venait à Douala, c'est chez moi qu'elle restait avec son mari et son enfant. Généralement, quand son mari venait prendre le vol à Douala, il venait chez moi. Moi, je livrais ma chambre, ma chambre où je dormais. J'allais dans la chambre des amis, je laissais ma maison. Ma chambre, pardon. Donc, on était vraiment. Je me suis levée dans la maison là, la nuit. Je regarde, imaginez ma quête, les quartiers résidentiels, là, calme. Je regarde le balcon comme ça. Aucune voiture ne passe. Il est 3 heures du matin. Tout est obscur. Je vais crier. J'ai porté mon fils. Je suis descendue en courant. J'ai une amie qui était en bas à l'époque. Je suis descendue, une voisine avec qui je m'entendais. Je suis descendue avec mon enfant. Je lui ai donné l'enfant. Je lui ai dit arrête-le, arrête-le. Je lui ai dit elle est morte. Il me dit, parce que je lui parlais tout le temps de ma copine. Elle a dit elle est morte, elle est morte. Elle me dit hey. Je me suis assise par terre. J'ai appelé ma mère. Ma mère a crié. Et aussi, quand elle s'est mariée, elle est venue à Douala pour dire à ma maman qu'elle s'est mariée, parce qu'elle s'était mariée à Yaoundé, ma mère n'a pas pu faire le déplacement. C'était un mariage vraiment en catimini, à huis clos. Donc, du coup, elle a apporté un champagne à ma maman. On est parti donner ça à ma mère à la maison. Ma mère avait mis le champagne dans son armoire au salon. Il y avait plein de boissons. Plein de boissons. Un jour, ils sont assis dehors, mon frère et elle, dans leur divan et tout ça là. Ils entendent une explosion au salon. Boum! Ma mère demande à mon petit frère, qu'est-ce qu'il y a à faire dans la maison là-bas? Mon petit frère et elle entrent. C'est le champagne que ma copine lui a donné là. Parmi toutes les boissons qu'il y avait là, c'est le seul qui a explosé. C'était des signes.
c'est des mois après qu'elle décède. Des mois, oui, des mois après qu'elle décède. Donc, du coup, quand j'appelle ma mère vient me dit, je te vois comme tu es. Ma mère venait à 5 heures chez moi, elle me dit, je te vois comment tu es en train de crier, tu fais là. Mais on vient de t'opérer. Ton enfant, il n'a que 4 mois. Sache que là où tu es là, c'est ta copine, ta soeur, mais il faut appréhender la chose autrement. DMG, je ne connais pas comment ça s'est passé. Donc, elle est allée à l'hôpital accoucher. On l'a provoquée à l'hôpital. Elle est passée. Elle a fait un petit garçon aussi. Donc, comme on parlait de petit garçon, la femme et petit garçon, c'était elle. Et elle a fait un petit garçon. Le petit garçon, le cordon s'est attaché au cou. Elle est passée. L'enfant et elle sont passés. La morale de l'histoire, vraiment, je vois aussi dans les commentaires ce que les gens vont penser, mais cette affaire jusqu'aujourd'hui m'a traumatisée. Merci, partageons. Je partage parce que c'est mon vécu. Je pense que ça va, il y en a parmi nous aussi. Ça va peut-être ouvrir les yeux de certains parfois. Elle, par exemple, elle partait là-bas, on lui disait qu'on voit une femme qui va mourir avec l'enfant. Elle pensait à moi, pourtant elle aussi était enceinte. On m'a décrit, pourtant c'est elle qui devait partir. Vraiment. Merci. Longue vie à dans notre émission. Longue vie à DMG. Que le Seigneur te protège, qu'il nous protège tous. Bonjour et bonne journée aux auditeurs. Merci. Merci pour l'histoire. Là, on passe à la 5e histoire. Bonsoir DMG. Je m'appelle Rosalie, je suis béninoise. J'ai une petite histoire à raconter. J'en ai plein, mais je vais raconter une toute petite. Cette histoire, c'est ma famille même qui a vécu cette histoire. Bon, moi-même, je ne l'ai pas vécue puisque je n'étais pas avec eux. Cette histoire se passe dans le nord du Bénin. En ce moment, je n'étais pas avec les parents. Moi, j'étais au sud. Donc, on me l'a raconté. Quelquefois, les parents n'aiment pas dire tous les secrets à leurs enfants, surtout les secrets qui relèvent de leur jeunesse, si je peux le dire ainsi. Donc, il s'agissait d'une histoire mystique qui a commencé comme de la blague. Donc, il y a un gars dans le village depuis le village, qui en voulait à mon père à cause de ma mère. Donc, il a voulu se venger. Donc, c'était une question de femme. Donc, il a eu à lancer des trucs pas possibles. Et c'est ainsi que la misère de mes parents a commencé. Donc, ils sont dans la chambre et il pleut des cailloux dans la chambre. Mais on ne voit pas par où le caillou passe pour entrer dans la chambre. Le caillou transperce le mur et vient tomber dans la chambre sans qu'on ne puisse voir le trou. Ou si tu es assis, le caillou peut venir, une grosse pierre comme ça peut venir au-dessus de ta tête comme ça, taper le mur. Mais cette pierre ne te blesse pas. En fait, c'était une manière de les humilier, c'est tout. C'était pour les humilier, pour les montrer au monde tel qu'on le dit chez nous. C'est ça. Donc, après l'histoire des pierres, ils ont attrapé une folle. Ils ont dit que c'est elle qui lançait les cailloux. De toute façon, ils ne comprenaient pas. Mais après, les cailloux pleuvaient. Donc, ça entre par le mur, ça entre par le toit, mais on ne voit pas le trou. Ils ont changé de maison. Les pierres là ont suivi. Les pierres là les ont suivis. C'est que les pierres là les suivaient partout où ils allaient. Donc, quand on veut leur apporter d'aide, quand on les accueille quelque part, les cailloux là viennent là et on les renvoie. Et donc, c'est comme ça qu'ils faisaient le tour de la ville. Ils ont fini par revenir dans l'ancienne maison. Et là, c'est le feu. Ils sont là, on voit la fumée. Les habits sur la corde, le feu prend. En tout cas,
tout. Ils n'avaient presque plus rien, même quelque chose à porter, ils n'en avaient même pas. Ils ont parcouru les féticheurs, ils sont allés dans les églises christianistes célestes. En tout cas, ils ont parcouru toutes les églises quand même. Mais ils n'ont pas eu de solution. Mais un jour, j'ai un frère, l'aîné, qui est un prêtre. Et en ce temps, il était séminariste. Lui, il a rangé ses effets et il a déposé la Bible sur sa valise. Mais le feu n'a pas touché ses effets. Le feu n'a du tout pas touché ses effets. Mais c'est pour les parents et mes frères et sœurs. Ce sont leurs effets qui prenaient feu. Toujours accompagnés des pierres, c'est-à-dire aucun temps de répit, quoi. Aucun temps de répit. Jusqu'à ce que Dieu dise maintenant, ça suffit. À l'entrée de la chambre, il y avait une image de Jésus accrochée. Et un beau matin, la pierre est venue casser l'image de Jésus-Christ. Et mon père restait debout, il dit, aujourd'hui c'est terminé. Ce n'est plus ma guerre, mais c'est la guerre du Seigneur. Cette image que cette pierre est venue briser, c'est fini, c'est terminé à partir d'aujourd'hui. Et effectivement, à partir de cet instant, ce phénomène-là a pris fin. Ce phénomène a pris fin. Ils ont rendu gloire à Dieu, mais ils continuent toujours par vivre certaines choses. Tout le temps, c'est des problèmes, ce n'est pas encore terminé, puisque le gars est toujours vivant. Et il cherche toujours à se venger. Donc voilà la petite histoire, c'est dire que Dieu, il existe vraiment. Et lorsqu'on lui fait confiance, il ne trahit jamais. Il n'y a aucun Dieu qui soit plus supérieur que l'Éternel. Donc voilà la petite histoire que j'avais à partager. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 6e histoire. Bonsoir la famille DMG. Je m'appelle Fanta depuis le Ghana. Je suis une Ghanéenne, je ne comprends pas bien le français, donc excusez le français. J'étais chez ma maman au Ghana. Donc, à un moment donné, ma grand-mère était malade. J'ai décidé d'aller chez elle au village. Arrivé là-bas, maman aussi est venue, on est resté là avec mes petites soeurs, mes grandes soeurs. On était là chez ma grand-mère. Donc il y avait un voisin, il avait des moutons, des chèvres, il avait tout ça. Il allait prendre un mouton, c'est quoi ça, et puis il envoyait ça chez lui. Les chèvres, les moutons, ils gâtent des plantations des gens, tout le monde parle, arrêtez ça. Le monsieur l'a envoyé un mouton à la maison. Quand tu parles et puis tu dis non de monsieur la net, le mouton s'arrête pour te regarder. Tout ce que tu vas dire, il va aller dire ça au monsieur. Nous, on ne comprenait rien parce que quand on parle, les enfants du monsieur n'est pas là, personne n'est là. Mais tout ce que tu vas dire dans ta maison, le monsieur est au courant. Donc, à un moment donné, on a remarqué que c'était le mouton qui envoyait tout des messages au monsieur. On ne savait pas. Donc, un jour, ma grande soeur, elle est partie chez lui, chez monsieur là à la maison. Je ne sais pas ce que le monsieur a fait. Ma grande soeur est venue. Elle était en train de dire ce que le monsieur a fait. Le mouton a arrêté. Il est en train d'écouter ce que ma grande soeur dit. Donc nous, on savait que c'est à chaque moment quand tu dis le nom du monsieur là net, le mouton s'arrête pour te regarder. Il te regarde, il te vise comme ça. Il faut dire ce que tu veux dire et puis il va partir avec.
Donc, ma grande sœur a décidé de parler devant le mouton et puis on va le suivre, regarder comment il fait pour aller dire des choses au monsieur. Donc, ma grande sœur a dit, le monsieur a fait tant, 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 le mouton a arrêté. Il était en train d'écouter tout ce que ma grande sœur a dit. Quand ma grande sœur a fini de parler, il a pris sa route, il est parti. Il y a eu une de mes soeurs là qui l'a suivi jusqu'à... Ma soeur dit que quand le mouton est arrivé à la maison, le monsieur en question allait s'asseoir auprès du mouton là. Je sais pas, ma petite soeur dit qu'elle n'a pas vu le mouton parler, mais le monsieur, il était en train de remuer sa tête comme ça. Mais c'est quel problème ça? Donc, à un moment donné, quand on parle, on voit le mouton, on le chasse. Quand tu le chasses, il ne part pas. Il faut dire ce que tu as envie de dire. Même si tu tapes le mouton, il va partir et puis il va venir s'arrêter et puis te regarder. Donc, un jour, ma grand-mère vendait des médicaments. Donc, il y avait un monsieur, il dit, il est chez lui, il avait mal. Donc, il vient acheter des médicaments. Arrivé, il dit, il est arrivé à la route. Donc, quand il est arrivé chez le monsieur, devant sa porte, le mouton était arrêté là. Ah, donc le monsieur aussi, lui aussi, son patron avait un mouton qui avait la même couleur que le mouton du monsieur. Ah, le monsieur dit, mais c'est pas le mouton de mon patron qui est là. Le mouton dit, non, je suis pas le mouton de ton patron. Hey, le monsieur a mis dedans. Arrivé à la maison, il n'arrivait pas à parler. On a fait tout, le monsieur ne pouvait pas parler. Ses parents sont venus le chercher pour parler. Puisque c'était un Togolais, ils l'ont envoyé au Togo. Et puis ils sont venus dire que non, il a parlé. Il a dit c'est... Quand le monsieur a fait comme ça, le monsieur, il a pris le mouton. Il a commencé à vider sa maison. On ne comprenait pas pourquoi il vide. Déjà, il a pris que si on part avec le monsieur au Togo et puis il dit c'est qu'il a, tout le monde va avoir peur de lui au village. Il a fui jusqu'à présent, on ne sait pas où le monsieur est. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 7e histoire. Bonjour DMJ, voilà, je suis tombée sur ta page Facebook par erreur, j'étais en train de défiler sur Facebook comme ça et je suis tombée sur ta page, j'étais très instructif, les histoires qui sont racontées sur ta page, ce sont des faits réels et ça me permet de nous réveiller également, de savoir que souvent on vit des choses, on se dit que peut-être ça n'a pas de sens, peut-être c'est insignifiant, mais pourtant c'est très important, pourtant ça impacte notre vie d'une façon ou d'une autre, surtout spirituellement. Donc voilà, merci beaucoup sur ta page, pour ta page et pour tes histoires. Alors mon histoire, je vais te la raconter, j'espère que ça entre dans la catégorie des histoires mystérieuses. Alors voilà, quand j'étais à l'université de Douala, première année, université de Douala, alors avec ma soeur, elle était à l'école supérieure. Alors voilà, l'école supérieure, c'est-à-dire elle a fait à l'école privée en fait. Moi j'étais à l'université première année. Alors voilà, à l'université on sort du lycée et tout. À l'université c'est complètement différent. C'est vrai, à la maison on avait du support, mais voilà, on se doit, il y a des photocopies, il y a ceci, il y a cela et tout. Donc voilà, c'est comme ça on a commencé à chercher, on peut avoir des petits boulots comme ça, qui sont de pouvoir arrondir notre argent qui était donné à la maison. Alors, il y a un monsieur, on est tombé sur, de bouche à oreille, on a été informé qu'il y a un monsieur qui faisait de casting, c'est-à-dire dans l'événementiel. Alors, il avait besoin des filles, il faisait un casting pour renouveler, voilà quoi, il faisait des castings pour le recrutement des filles. C'est comme ça que ma soeur et moi nous sommes allés, c'était pas loin de l'université, voilà, à un hôtel pas loin de la vers de Sikam. Nous sommes allés là-bas pour le casting, ma soeur et moi. On a été retenus, d'accord, ils ont dit qu'ils allaient nous appeler. Donc, on a dit, ok, d'accord. Nous sommes rentrés, on a attendu 1 mois, 2 mois. Après, un jour, je reçois un appel de sa part. Il me dit, voilà, j'ai été retenue pour un recrutement à Chococam, pour un Mac Chococam.
Ma soeur n'a pas été appelée, j'étais appelée. C'est comme ça, j'étais contente et tout. Voilà qu'on allait avoir un peu d'argent, ma soeur et moi, machin, truc et tout. C'est comme ça que je m'en vais donc pour... je m'en vais, je me coiffe et tout. Je fais le make-up, machin, j'arrive à Chococam et tout. Un peu la moto, j'arrive, je transpire. Je transpirais grave. Alors, j'arrive à Chococam. On fait les interviews et tout. J'ai été sélectionnée parmi les filles. On donne les pantalons rouges avec des t-shirts Chococam. C'était la marque matinale qui renouvelait sa confiance auprès de ses consommateurs. Alors, on devait travailler pour 2 jours, c'est-à-dire vendredi et samedi. Alors, on commence le travail samedi. C'était le matin, on commençait vers 11h jusqu'à 18h. 11h jusqu'à 18h. Alors, c'est comme ça qu'on commence. La première journée, on nous a pris, nous sommes dans les écoles à Bonamoussadi. On faisait des tours, quoi, sur des pick-up, on descendait. Quand on arrivait dans des marchés, on descendait. On partageait des tracts matinales et autres. Donc, voilà. Donc, c'est donc comme ça que la première journée est passée. Nous sommes allés également pour la même première journée, nous sommes également allés au marché de Coty. De Coty, on s'est arrêté en face de la station de Coty. En face de la station de Coty, nous sommes descendus, on partageait des tracts également. C'est comme ça que moi je suis descendue. Je suis allée en face de la station de Coty, il y avait une boutique. Et une boutique, c'était une librairie. Je ne sais pas si c'est toujours une librairie aujourd'hui. C'était une librairie à l'époque. Alors, nous sommes arrivés là-bas, ils sont descendus, sur les partager les tracts. Je suis arrivée, j'ai vu un monsieur. C'est là que l'histoire commence. Alors, monsieur, il avait un œil, il était un peu malvoyant. J'arrive, je lui parle, mais il s'agit de quoi? Il dit non, c'est la marque Chococam qui est en train de renouveler sa confiance auprès des consommateurs, qui sont de leur faire comprendre que voilà, ils apprécient voilà, l'effort, ils apprécient et tout, qu'ils consomment la marque et voilà quoi, voilà. Je leur partage le truc. Il me dit ok. En fait, c'est intéressant parce qu'il a un ami à lui qui est en train d'ouvrir un salon de coiffure. Et l'ami, il aura besoin des filles pour faire la même chose pour lui. Il ne sait pas si je peux l'aider, aider son ami à faire ça. Son ami ouvre le salon de coiffure. Il avait dit, bon, la prison, bon, en job. J'ai dit, d'accord, je vais donc informer notre manager, celui qui nous manage. Il va donc contacter ton ami parce que celui qui gère, il saura ce qu'il y a lieu de faire. Il m'a dit, non, pas besoin de contacter ton manager. Toi, tu peux faire ça, ça devient ton propre business et tout. Donc, tu cherches des filles, ça dépend de ce qu'on va te payer. Donc, tu pourras garder un peu plus que de devenir ton manager. Tu peux prendre ça, tu peux faire de ça ton business aussi. J'ai vu ça anodin, j'ai vu c'était simple, la proposition était simple et voilà quoi. J'ai dit, ok, pourquoi pas. Il m'a dit, ok, pour ça, vous finissez quand ici? J'ai dit, non, on finit demain samedi. Il dit, ok, quand tu finis demain samedi, passe me voir parce que je vais demander à mon ami de venir te voir directement. Vous allez causer, il va voir ce qu'il y a lieu de faire. J'ai dit, d'accord. C'est comme ça qu'à la première journée qu'on est rentré le soir, c'est comme ça que je commence à contacter les filles et tout, question de voir ce qui peut être intéressé, comment est-ce qu'on peut travailler. J'avais commencé à travailler sur le dossier. Alors, on finit la deuxième journée. La deuxième, on était encore parti il y avait une école là-bas, Bonamoussadi, un truc comme ça, on a fini là. Quoi, c'était au marché Bonamoussadi qu'on a fini, voilà. On a fini vers le bazar Bonamoussadi et tout, on nous a partagé. Bravo, on était bien payés, c'était bien. Nous sommes de rentrer. En rentrant, je suis passée par Ndocoty, je me suis arrêtée à Ndocoty pour voir le monsieur. Je suis arrivée à Ndocoty aux environs, le jour avait vite, à 18h net, on avait fini. Donc, je suis arrivée vers Ndocoty vers 18h30 par là, j'étais assise, j'attendais. Il me dit, son ami arrive. Il dit, d'accord. Quand je suis arrivée, je le vois, il était avec sa femme. Sa femme commençait à faire les histoires comme si peut-être j'étais une jamba de son mari. C'est comme ça que j'attends donc le monsieur. Il me dit que son ami arrive. Je dis, d'accord, pas de problème. J'attends 19h, personne ne vient. Et chez nous, il y avait un couvre-feu. 19h30, j'attends, personne ne vient. Je dis, 20h, personne ne vient. Je dis, comme, ton ami n'est pas là, il s'est fait tard, moi je dois rentrer. Et demain, il s'est fait, moi je dois rentrer demain et tout. Il me dit non, tu peux passer, mon ami arrive dans les emboutages et tout. Tu connais les emboutages de Coty, machin, ton ami dit d'accord. J'attends. Mon téléphone m'a même appelé déjà. 21h. C'est là que le monsieur arrive à 21h. Il arrive avec une voiture, c'était un 4x4. C'était une voiture, c'était quoi? C'était une Peugeot, je crois bien. Fumée, les vitres étaient fumées. Le monsieur me dit, voilà, que son ami est là, que j'aille voir ça. Quand le gars arrive, le gars bas, son ami gars, il peut causer avec son ami. Il me dit que, ok, c'est sûr que j'aille causer avec son ami et tout. J'arrive, je vois le monsieur, je le salue. Il me dit, comment tu vas, machin, truc et tout. Et je dis, non, ça va.
Il me dit, oui, il me dit, ça va bien, machin, truc et tout. Il me dit, ok, j'ai dit, ton ami m'a fait comprendre. Il dit, oui, oui, j'ai besoin des filles, machin, truc et tout. Il dit, d'accord, parfait. Il faut qu'on cause alors. Il me dit, ok, entre dans la voiture, on cause. J'ai dit, il dit, non, je peux entrer dans ta voiture. Il dit, pourquoi? Il dit que non, je ne vous connais pas. J'ai pas dit qu'il y a un problème, mais je ne vous connais pas. J'entre dans la voiture des inconnus. J'étais à l'université de la première année. Il me dit, mais tu n'es pas une petite fille. Mon ami m'a dit que tu es à l'université. Comment tu dis que tu n'entres pas dans la voiture des inconnus? Tu n'es pas une enfant. Tu n'es pas une enfant. Je n'ai pas dit que j'étais pas une. Je n'ai pas dit que j'étais une grande. Je n'ai pas dit le contraire. Mais je n'entre pas dans la voiture des inconnus. Je ne vous connais pas. On veut causer business. Donc, ce n'est pas la peine que j'entre dans votre voiture. Vous pouvez sortir, on s'assoit devant la boutique de votre ami là. On en parle. On voit ce qu'il y a à faire. Et on en discute sur le sujet. Donc, je n'ai pas besoin d'entrer dans votre voiture. Il me dit, mais entre dans la voiture, non. Comment tu fais comme ça? Tu n'es pas une enfant. Il dit, monsieur, je ne peux pas entrer dans votre voiture, je ne vous connais pas. Et je ne peux pas entrer dans votre voiture. Je rends grâce à Dieu pour cette éducation qu'on a reçue à la maison. Je ne dis pas que les gens n'ont pas reçu d'éducation. D'accord? Pensons toutefois indexer quelqu'un, s'il vous plaît. Mais voilà, on a eu cette éducation-là que, voilà, on ne doit pas facilement faire confiance aux gens, ou bien se laisser facilement berner, ou bien se avoir par du matériel, en fait. J'ai dit, non, je ne peux pas entrer dans votre voiture. Alors, c'est dans nos côtés. Alors, le monsieur me dit, il me dit d'accord, il appelle son ami. Je vois comment, je décale un peu, il appelle son ami. Je vois comment les deux discutent. C'était un peu chaud. Le gars de la voiture dit, pourquoi elle ne peut pas entrer? Il était question qu'elle entre dans la voiture. Il était question qu'elle entre. Il faut qu'elle entre. Si elle n'entre pas, il faut qu'elle entre. Demande-lui, dit, pourquoi elle ne veut pas entrer dans la voiture? Qu'est-ce qui se passe? Alors, le gars avec qui m'avait contacté, à qui j'avais donné le track, qui m'a contacté premièrement, il me dit, mais pourquoi tu n'entres pas dans la voiture de mon ami? Il n'y a rien. Pourquoi tu fais comme une petite fille comme ça? C'est un petit peu pour causer le business. Tu peux te faire de l'argent ou pas? Il dit que je veux me faire de l'argent. Mais moi, je ne peux pas entrer dans sa voiture. C'est tout ce que je lui ai dit. Je ne peux pas entrer dans sa voiture. Il retourne encore. Il cause. J'ai trouvé ça suspect. Et tu veux parler de business, il n'y a pas de problème. Et tu veux parler, c'est simple. Descends, tu t'assois aussi en cause et tout. Comment se fait-il que vous deux, vous discutez de le fait que je dois entrer dans la voiture comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Je me posais la question dans ma tête, quoi. Après, le monsieur revient, me dit que, ok, mais pourquoi tu n'entres pas dans la voiture? Je dis, ok, monsieur, c'est simple. Si vous voulez qu'on cause business, après de côté, après la cour pénale qui est de côté, c'est Ndokbo. Vers Ndokbo, là, il y a une boulangerie. Après, il y a une école, c'est une école qui forme dans la cuisine. Après, il y a un bar à côté. De l'autre côté, du côté opposé, il y a c'est une boulangerie. Qui dit qu'on peut aller là-bas? Désolée, j'essaie de figurer où je l'avais demandé qu'on se voit. On peut aller là-bas. Tu t'avances, moi je prends ma moto, tu avances avec ta voiture, moi je prends ma moto, je te retrouve là-bas et on en parle. On va parler là-bas, dans un endroit ouvert, c'est tout. Donc je peux vendre dans votre voiture. Il reste, il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc je m'avance, donc tu prends la moto, il dit non, je prends la moto, je veux suis avancer où je viens. Ton ami pas encore, il cause encore. Après, dis à ton ami que ok, merci beaucoup, je prends ma moto. Quand je prends mon moto, ça trottinait dans ma tête. C'était pas clair. L'histoire d'entrer dans sa voiture, l'histoire que les deux messieurs parlent, je ne les connais pas. Il faut forcément que j'entre dans sa voiture, c'est un peu bizarre. Ça veut dire que, je ne sais pas, c'est pas trop mon esprit, c'est pas ce qui m'est venu, c'est l'esprit qui m'a demandé. J'ai parlé de j'ai présenté son Ben Sikina. J'ai dit, voici ce qui se passe. Voici. Le monsieur que je rencontre aujourd'hui, c'est par rapport à un travail et tout. On s'est rencontrés avant-hier avec son ami. On doit parler affaires pour les histoires de... Il fait le marketing pour son salon de coiffure et tout. Mais il arrive là et tous insistent les deux que j'entre dans la voiture de monsieur. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne le connais pas. Mais ils insistent que j'entre dans la voiture. Il dit non, je n'ai pas dit, j'ai refusé. Je donné rendez-vous où on est en train de partir là pour qu'on puisse s'asseoir et causer. Le Ben Sikina me dit, tu sais quoi? Il dit oui. On avait à dépasser je suis sur la moto, le monsieur était devant. On avait à dépasser le commis, on avait à dépasser où les gars vont sur les voitures. On a dépassé la cour pénale qui est en de côté, on était en train de partir déjà là-bas. Le gars me dit, le Ben Sikina me dit, tu sais quoi? J'ai dit oui. Il me dit, tu habites où? J'ai dit, j'habite ici. Et c'était même pas loin de la maison parce que, voilà, c'était pas loin de la maison. Il me dit, ok, je m'en vais te déposer chez toi. Il dit, que oui, je m'en vais te déposer chez toi. Rentre à la maison. C'est comme ça que le 29 fait le détour, il rentre, il me dépose à la maison. Et ce jour-là, j'avais une activité à l'église. J'arrive à l'église et tout, je rencontre mes frères et sœurs qui étaient à l'église et tout. Et tout, j'ai dit que ça m'a fait, j'étais tellement effrayée parce que c'était trop bizarre. Parce que quand j'ai refusé d'entrer dans la voiture, les deux étaient fâchés, les deux messieurs. Donc c'était fâché, il y avait un dilemme, je devais entrer dans la voiture en fait. Quand j'arrive, je rencontre mes frères et sœurs et tout, on a prié par rapport à ça, je suis rentrée.
Je te promets, DMG, le monsieur m'a appelé toute la nuit. Minuit, le monsieur m'appelle. 2 heures, le monsieur m'appelle. J'ai carrément bloqué son numéro, quoi. J'ai bloqué son numéro. Et après un certain temps, il y avait eu un feu de Kochi. Il y avait un feu qui avait eu un de Kochi là-bas en face de la station de Kochi. C'est pas sa boutique, c'était pas ma boutique qui va brûler. Un truc de ce genre. Donc, voilà, DMG, voilà mon histoire. Je ne sais pas si c'est dans la voiture, je ne sais pas si ce qui se serait passé, mais je sais que je suis sûre, je sais que ce n'était pas quelque chose de bien. Donc, je rends grâce à Dieu que voilà quoi, que mon instinct, que voilà, l'Esprit m'a demandé, l'Esprit de Dieu m'a demandé de parler au persécuteur et au travers de lui, j'étais, voilà quoi, c'est pas trop, j'ai été sauvée. Il est rentré directement. Parce que j'ai dit son persécuteur, il n'a même pas hésité. Il a dit, tu habites où? J'ai dit que j'habite ici. Il a dit, ok, m'en veux-tu déposer à la maison? Il a seulement fait demi-tour. Il a dit, m'en veux-tu déposer à la maison? C'est comme ça que voilà quoi, j'ai été sauvée par la grâce de Dieu. Donc voilà mon histoire. Moi, la morale de l'histoire, c'est voilà, faut faire attention. Les propositions peuvent sembler banales, peuvent sembler voilà, anodin et tout, mais derrière se cache quelque chose. Derrière se cache quelque chose et tout. Donc, je ne sais pas si dans la voiture, je ne sais pas si ce qui serait passé, ça c'est clair, mais quelque chose de mal m'aurait été, voilà quoi. Quelque chose de, le monsieur, je ne sais pas trop ce qu'il y avait dans sa voiture, je ne sais pas trop ce qu'il m'aurait fait si c'était dans sa voiture. Mais je rends grâce à Dieu que voilà quoi, tout s'est bien passé. Je ne suis pas dans sa voiture non plus. Donc voilà, sinon je ne serais peut-être pas ici aujourd'hui pour raconter ça. Donc, la morale de l'histoire, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. C'est vrai, on veut se battre et tout, mais il faut faire très attention. Toutes les propositions peuvent sembler simples et tout, mais derrière cela se cache quelque chose. Donc voilà, que le Seigneur nous garde. Merci beaucoup, DMG. Sois béni. Voilà, merci beaucoup pour l'histoire. Likez, commentez, partagez. Là, on va passer à la 8e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à la team DMG. J'espère que vous allez bien, que mon message vous trouve en bonne santé. Je suis de la Côte d'Ivoire et je laisse ce voice ce soir pour apporter mon grain de sel. Voilà, cette sensibilisation vraiment que DMG voilà, fait tous les jours dans notre vie. Et je tenais à vous dire que vraiment, tout est possible. Lorsque vous n'avez pas vu quelque chose de vos yeux et que vous n'avez pas vécu quelque chose, il ne faille pas dire que ces choses-là n'existent pas. Parce que là, dehors, tout existe. L'impossible, votre impossible à vous est le possible de quelqu'un d'autre. Donc, tout existe. Il faille faire attention. Voilà. Vraiment, et beaucoup prier pour que Dieu nous préserve de beaucoup de choses. Parce que l'histoire que je vais vous conter, c'est une histoire vraiment qui on va dire, qui est un peu irréversible en fait dans la vie, dans nos vies à nous. Voilà, parce que je ne vais pas forcément attribuer ça à ma mère. C'est ma mère, je l'appelle comme ça affectueusement ma mère, parce que c'est la rue qui me l'a donné, c'est la vie qui me l'a donné. Je n'ai pas connu de mère en tant que telle, mais cette dame, je l'ai rencontrée voilà, par hasard et elle est devenue comme une mère pour moi. Ces dames, elles vendaient à manger. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on appelle ça APF. Désolée pour la voix, je suis un peu émue, voilà. Elles vendaient ce qu'on appelle chez nous APF, poisson braisé, les soirs. Donc, du coup, moi, à chaque fois que je revenais du boulot, voilà, j'achetais à manger et tout. Parfois, je mangeais chez elle, parfois, je rentrais avec la nourriture. Mais au fil du temps, nos relations se sont améliorées, se sont approfondies. Elle m'a beaucoup aimée, je l'ai beaucoup aimée également. Donc, nous sommes devenus mère et fille. Donc, quand je rencontrais cette dame, elle avait 3 magnifiques garçons. Un qui a déjà mon âge, pratiquement mon âge. Le second qui a 17 ans et le tout dernier qui a environ 7-8 ans. Donc, quand je rencontre la dame, elle était déjà mariée, comme je l'ai dit, à un monsieur béninois. Voilà. Donc, au fil du temps, souvent, moi, j'ai un petit garçon. Donc, le père de mon fils, on a tendance à se chamailler et tout. Donc, elle était comme ma confidente. C'est à elle que je venais exposer mes problèmes. J'expliquais tout ce que je vivais avec lui et tout. Et je prenais également des conseils avec elle. Donc, c'est ainsi que elle m'a expliqué une fois qu'elle avait marié son mari sans connaître les parents du monsieur. Et moi qui lui dis, mais la mère, c'est pas possible, on ne peut pas marier quelqu'un sans connaître l'un
de ses parents ou un membre de sa famille, c'est se jeter carrément à l'eau parce qu'on ne sait pas à qui est-ce que, voilà, on se marie. Et s'il était marié quelque part déjà. Moi, c'est à ça même que j'ai pensé. Voilà, pourtant, il y avait plus pire que ça. Donc, elle m'a dit non. En fait, la situation s'est imposée à elle. Voilà, parce que lorsqu'elle a rencontré le monsieur, elle l'a rencontré de façon basique dans un supermarché et tout. Le monsieur et elle ont fait connaissance. Voilà. Et chose bizarre, c'est, excusez-moi du thème, c'est lors de leur premier rapport, juste après leur premier rapport, qu'elle prend la grossesse de son premier garçon. Et chose bizarre, elle ne découvre pas qu'elle est enceinte parce que à l'hôpital, voilà, on dit qu'elle n'est pas enceinte, elle fait des tests de grossesse, ça sort négatif. Et c'est après 7 mois de grossesse qu'elle découvre, voilà, qu'elle est enceinte. Donc là, elle s'est retrouvée dans une situation où, voilà, peut-être même si elle voulait faire passer la grossesse, ça n'allait plus être possible, voilà, et que, elle était obligée, dans l'obligation de tenir cette grossesse hors mariage. Voilà, ce qui est un peu puni chez eux, vu qu'elle est au DNK, voilà, en griffe, un peuple un peu strict, voilà, concernant les histoires de mariage et d'enfants hors mariage et tout. Donc, elle laisse la maison familiale et elle s'installe avec le monsieur et tout. Donc, c'est ainsi qu'elle s'est installée, pardonnez, excusez-moi vraiment, voilà. Elle s'est installée avec le monsieur. Et le monsieur, elle a mis un peu la pression sur le monsieur. Le monsieur est venu demander sa main. Il voulait faire une cérémonie de dot. Voilà. Donc, c'est comme ça que le monsieur, il vient pour la dot. Parce que je précise qu'elle est Odieneka. Ce peuple, ils sont en majorité musulmans. Mais elle n'était pas musulmane. Voilà, elle n'était pas musulmane. Je tiens à préciser ça. Donc, il vient pour la dot. Mais le monsieur, chose bizarre, il ne vient pas avec ses parents. Il vient avec des amis, des collègues et tout. Donc, on demande, mais pourquoi est-ce que ce n'est pas la famille qui vient, voilà, vous accompagner pour demander, voilà, la main ou je ne sais pas comment appeler ça, faire la dot de notre fille. Donc, le monsieur, il dit qu'il n'a pas de famille ici, voilà, et qu'il tenait à s'excuser, qu'il fasse la cérémonie de dot ainsi. Et lors du mariage civil, tout ce qu'on peut imaginer, voilà, la famille va se déplacer du Bénin pour venir, voilà, mais comme c'était un peu loin, et voilà, donc qu'il fasse ça comme ça. Donc, ayant déjà un enfant hors mariage, la pression des parents qui étaient là, qui voulaient forcément qu'elle se marie, voilà, il ne fallait pas que leur image soit entachée. Donc, sans exception, eux, ils acceptent. Donc, c'est comme ça que ma mère, elle se marie au monsieur. Quelque temps après, elle a son second fils. Mais de ce second fils au premier fils, elle ne connaissait toujours pas les parents du monsieur. Elle ne les avait même pas en contact, c'est-à-dire elle est couchée avec le monsieur il tombe, il s'évanouit là, il tombe là, il meurt là. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais elle n'avait personne qu'elle pouvait appeler venant de sa famille, hormis ses collègues et tout. Donc, à un moment donné, elle a commencé à mettre la pression au monsieur, mais je ne connais pas tes parents. Pourtant, tu connais tous mes parents, c'est pas normal et tout. Donc, j'insiste à ce que tu me montres tes parents. Donc, le monsieur, il disait, il n'y a pas de problème, le temps va venir. Mais comme je suis ici pour du boulot et que la vieille est un peu vieille, voilà, donc je ne peux pas trop la déplacer. Mais patiente, voilà, je vais t'envoyer à la vieille, vu que mon père, il est déjà décédé. Donc, la femme, ça la rassure un peu. Voilà, parce qu'avec la femme, c'est la communication. Donc, à chaque fois qu'elle communiquait avec lui, il trouvait moyen de la rassurer. Donc, elle était rassurée jusqu'à ce qu'elle ait son petit dernier. Donc, lorsque le petit dernier est né, elle se retrouve avec 3 enfants. Et ça devient inquiétant, vu que les enfants ne connaissaient pas leurs parents paternels. Elle ne les connaissait pas. Elle s'est déjà retrouvée avec 3 enfants. Donc, c'est ainsi que en début 2021, non, fin 2021, début 2022, pardon, excusez-moi,
Elle a vraiment mis la pression au monsieur pour que le monsieur lui présente ses parents. Donc, le monsieur, intrigué, voilà, il dit, OK, il n'y a pas de souci, il va l'envoyer au Bénin pour qu'elle puisse rencontrer toute la famille. Entre autres, elle avait tendance à dire que souvent, elle le surprenait la nuit assis, voilà, en train de parler seul devant ses cahiers, mais il est en train de, vu que c'est un ingénieur, il est assis devant ses cahiers, mais il parle seul. Voilà, comme s'il parlait avec quelqu'un, mais elle ne voyait personne. Il parlait seul et tout. Donc, elle avait commencé à lui mettre une forte pression. Donc, le monsieur, finalement, il accepte. Donc, à une semaine de leur voyage, le monsieur, il se met à rédiger quelque chose. On ne sait pas quoi. C'est après qu'on va découvrir. Il a rédigé la lettre carrément. Il l'a mis dans une valise et il a demandé à ma mère de ne pas l'ouvrir, d'attendre uniquement au retour de leur voyage pour qu'elle ouvre, voilà, la lettre. Donc, il n'y a pas de problème. Mes questions depuis environ 20 ans, je vais avoir les réponses. Donc, qu'est-ce qui peut m'importer de plus? Donc, elle n'a pas cherché à ouvrir la lettre et tout. Donc, c'est comme ça qu'ils prennent la route pour le Bénin. Ils arrivent au Bénin. Lorsqu'ils arrivent au Bénin, excusez-moi. Lorsqu'ils arrivent au Bénin, je suis tellement choquée. En fait, c'est tellement récent, c'est tellement choquant. Lorsqu'ils arrivent, voilà, à Cotonou, le monsieur, ils arrivent dans un quartier. Et lorsqu'ils arrivent dans un quartier, devant une maison, une très grande maison, une belle maison, selon ses dits, le monsieur, il lui demande d'entrer, que c'est là qu'il habite. Qu'elle entre, voilà, qu'il a un ami qui habite juste en face, qui va aller lui faire un petit coucou et puis revenir, voilà. Donc, la dame, elle part, elle klaxonne. Voilà, une vieille dame vient, elle ouvre la porte. Donc, la vieille dame, elle vient, elle ouvre la porte. Elle voit une dame avec 3 garçons. Donc, la vieille leur demande, mais qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous cherchez? Mais en temps, la vieille, elle avait remarqué que le plus grand, c'était la photocopie tout crachée, voilà, de son fils. Donc, elle a un peu tiqué. Pour elle, peut-être son fils, voilà, et tout. Donc, elle demande, mais qu'est-ce que vous cherchez? Donc, ma mère leur dit non. Je suis venue avec, je vais préférer taire le nom, excusez-moi. Je suis venue avec X. Donc, X m'a demandé de venir ici en attendant qu'il aille saluer l'un de ses amis qui habite juste en face et qu'après, il allait passer à la maison, il allait venir. Donc, la vieille, sans hésiter, elle ouvre la porte, voilà, ils entrent. Donc, lorsqu'ils entrent, la vieille les sert à manger, elle leur donne de l'eau. Voilà, comme toute famille polie, en fait. Ils mangent, ils se lavent et tout. Et chose bizarre, ma mère dit qu'elle et ses enfants se sont profondément endormis. En fait, ce n'était pas comme de vous à moi lorsque vous partez à l'étranger, quelque part que vous ne connaissez pas, de surcroît dans un autre pays, vous auriez forcément du mal à dormir cette nuit-là. Mais c'était comme s'ils étaient ensorcelés, en fait. Ils se sont endormis au point où ils se sont réveillés le lendemain 10 heures. Donc, quand ils se sont réveillés le lendemain 10 heures, voilà, c'est là qu'ils ont remarqué, voilà, qu'il y avait la photo du monsieur dans la maison. Il n'y a pas de souci, c'est normal, c'est chez lui. Donc, on ne s'est pas trompé dans leur tête et tout. Donc, la vieille, elle demande, mais qu'est-ce que vous faites chez moi, ici? Donc, ma mère dit non, c'est ce que je vous ai dit hier, la vieille. Je suis venue avec mon mari qui m'a dit d'entrer, qu'il allait saluer un ami et qu'il allait revenir. Mais tiens, il n'est pas encore revenu, il a duré là-bas ou bien il s'est endormi là-bas. Est-ce qu'on peut aller, voilà, voir s'il va bien et tout? Donc, la vieille qui leur demande de s'asseoir et qui appelle des aînés et d'autres personnes pour que tout le monde puisse suivre, voilà, ce que ma mère, elle dit. Donc, ma mère, elle est choquée, elle ne comprend pas le monde qui est autour d'elle. Pourquoi est-ce que, pour une histoire de mon mari dit de venir en famille, tout le monde se rassemble autour de moi comme ça? La vieille appelle tout le monde. Donc, elle a commencé à paniquer. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce qu'il
il y a autant de monde sur moi qui veut écouter ce que j'ai à dire. Elle dit non, j'ai rencontré votre fils en Côte d'Ivoire, il est bien et bien venu en Côte d'Ivoire pour travailler et on s'est rencontrés là-bas, on s'est mariés, tout. Voilà, il m'a même dit que c'est parce que vous étiez assez âgé qu'il ne pouvait pas vous inviter au mariage et tout. Et que comme il n'avait pas de la famille en Côte d'Ivoire, il ne pouvait pas, voilà, venir avec la famille. Donc on a dû faire nos cérémonies sans personne. Donc la vieille lui demande, tu es sûre? Elle dit, mais je suis sûre. Regardez un peu mon grand-fils et le dernier. Regardez, le dernier peut-être il ne ressemble pas trop à son père, mais regardez le premier, c'est sa photocopie tout crachée. Le dernier également, il a des traits de ressemblance. La vieille également dit oui, effectivement. C'est parce qu'elle a vu ces ressemblances-là en ses enfants-là. C'est pour ça qu'elle les a laissés aussi facilement entrer. Mais faille que ma mère, elle soit forte. Donc ma mère, elle lui demande forte dans quel sens? Donc ma mère était choquée. La vieille lui dit, c'est son fils. Mais son fils, il est décédé dans un accident, voilà, de la circulation. Il y a de cela 30 ans qu'il est décédé, voilà, et que elle ne pourrait expliquer pourquoi est-ce que son fils a eu des enfants avec elle. Mais le monsieur, il est décédé avec son ami en face, un ami qu'il avait en face, c'est-à-dire l'ami qu'il a prétendu aller voir. Les deux ont eu cet accident-là de voiture et ils sont morts de façon tragique. Et l'accident a eu lieu après une fête où ils célébraient son embauche ici en Côte d'Ivoire pour travailler, voilà, sur un projet ici. Donc, c'est après l'obtention de ce boulot-là qu'ils sont allés fêter. Et c'est au retour de ça que lui et son ami ont fait un accident. Et les deux, ils sont décédés. Ça fait bientôt 30 ans de cela. Donc, ma mère, elle s'est évanouie lorsqu'on nous a rapporté. L'a envoyée à l'hôpital, voilà, réveillée et tout. Donc, moi, personnellement, je n'ai pas expliqué cette histoire pour l'expliquer en fait. J'explique cette histoire pour que si quelqu'un a déjà vécu ou si quelqu'un a déjà eu quelqu'un dans son entourage qui a vécu ou entendu parler de ça, est-ce qu'il y a des choses à faire concernant ces enfants-là? Parce que ces enfants sont des enfants de quelqu'un qui est déjà mort. Mais pourtant, ces enfants-là sont là, ils sont normaux. Voilà. Mais moi, personnellement, j'ai un peu peur. J'ai commencé à avoir peur de ces enfants-là, en fait. Parce que je ne sais pas, je sais pas, vous pourriez comprendre ce que je veux dire, en fait. Donc, j'essaye de lancer ce message-là pour que si quelqu'un sait ce qu'on doit faire dans ce genre de cas, vraiment qu'il nous aide. Parce que ici, on a essayé de faire des choses, en tout cas. Pour le moment, il n'y a rien parce que c'est récent. C'est en vacances 2022 que, voilà, ça s'est passé. Ma mère, elle est là. Voilà, elle déprime, mais ça va. Voilà, par la grâce de Dieu, ça va. À l'église, un peu, ça va. Mais les enfants, vraiment, vraiment, surtout le grand qui a déjà mon âge, comme je le disais, qui a déjà cerné qu'il n'est pas l'enfant de quelqu'un de vivant, franchement, vous pouvez imaginer ce que l'enfant, je ne sais pas, oh Seigneur Jésus, Marie, Joseph, je ne sais pas, vous comprenez un peu, vous voyez un peu, non? Vraiment, aidez-nous. Si vous pouvez nous aider, ça va vraiment, 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 vraiment nous faire plaisir parce que ma mère, elle déprime. Les deux grands garçons qui ont déjà compris la situation, c'est pas facile pour eux. Ils se sentent tellement différents. Les gens autour de sa famille, de leur famille maternelle se méfient d'eux. Donc, c'est un peu compliqué. Voilà un peu l'histoire que je voulais conter. Vraiment, faites beaucoup, beaucoup attention à vous, surtout les filles. Nous sommes vraiment, vraiment, vraiment de proie facile, de proie très, très, très facile. Parce qu'aujourd'hui, voilà, la dame, elle se retrouve avec 3 enfants de quelqu'un qui est déjà décédé. Donc là, ce ne sont plus des animaux qu'on peut prendre des couteaux et égorger. Elle est obligée de vivre avec ça. Donc faites beaucoup attention. Ce n'est pas tout ce qui brille vraiment qui est de l'or. Dehors, il y a tout.
tout existe dehors. Voilà. Donc, je vais revenir encore en vous disant si vous pouvez nous aider. Voilà. Je serai toujours connectée à la page DMG pour pouvoir voir s'il y a quelqu'un qui a une solution, une quelconque solution pour nous. Vraiment, merci à toi DMG. Voilà un peu le message que je voulais passer. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Likez, commentez, partagez. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît. Maintenant, on passe à la 9e histoire. Salut DMG, j'espère que tu vas bien. Je salue tous les abonnés et beaucoup d'encouragement dans le mouvement. Likez, partagez et commentez. Bon, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue il y a de cela quelques semaines. Je vais intituler l'histoire Les arts mystiques. Les arts mystiques. Bon, l'histoire se déroule dans ma chambre, la chambre d'étudiante. Je suis dans ma chambre, j'ai commencé un programme. Je tiens à rappeler que je suis une chrétienne pratiquante des églises réveillées en fait. Donc, je suis vraiment plongée dans la prière et la croyance. Donc, voilà comment je commence un programme de jeûne et de prière. Tout se passe bien pour moi parce que quand tu jeûnes et tu pries et que tu as les attaques, ça veut dire que ça se passe bien. Voilà donc je suis là un soir, j'ai fini de faire la cuisine, je suis avec ma soeur, mais je veux nettoyer le sol, comme il y avait un peu de saleté au sol. Donc après avoir fait la cuisine, moi j'aime bien nettoyer le sol. Je vais nettoyer dans le sol, ma soeur est assise, je lui demande d'aller s'asseoir sur le lit. Quand je vais aller au niveau de la table, je vois un lézard tout noir. Un lézard tout noir. Je dis que mais le lézard s'il vient faire quoi ici? Entre-temps, je veux d'abord vous rappeler que il y a un lézard qui était tous les jours au niveau de la fenêtre de la cuisine de ma chambre. Tous les jours, il y avait un lézard là. J'avais déjà chassé le lézard, du genre avec les pratiques simples. Donc du genre, tu fermes les vitres, tu le chasses, tu fais les chut, mais le lézard ne partait pas toujours. Bref, moi je me suis dit que peut-être que c'est la chaleur qui recherche, vu que dans la cuisine, on prépare et donc la chaleur, c'est la chaleur là qui poursuit. Voilà donc, on voit le lézard dans notre chambre, au niveau du coin. Je reste tranquille, je dis que mais ça c'est quel lézard noir ça? Je dis ok, on recule la table. Je prends mon huile d'onction. L'huile d'onction, c'est l'huile qu'on a prié dessus, le pasteur a béni, l'huile d'olive bénie en fait. Je mets quelques gouttes dans de l'eau. Je commence à asperger le lézard. Je dis que je te verse avec le sang de Jésus. Je verse le sang de Jésus sur toi. Que tu sois simple, que tu sois un lézard simple ou un lézard mystique, je te verse le sang de Jésus. Le lézard commence à bouger, du genre, le lézard ne veut pas sortir. On dit, mais ça c'est quel lézard? Il veut plutôt ancrer, donc il veut plutôt aller dans les endroits où on ne peut pas le trouver. Alors que partout, il y avait l'espace. Il était à côté de la porte. On chasse le lézard. Le lézard part. Il sort. Quand il sort, il se place devant la porte. Je dis que, mais ça c'est quel lézard ça? Je dis ok, comme tu ne vas pas partir, je vais te chromatiser avec l'eau. Je poursuis le lézard, je dis au nom de Jésus, je te chasse, je te verse le sang de Jésus. Je te verse le sang de Jésus, je poursuis le lézard. Le lézard ne fait pas comme les autres lézards qui fuient souvent vite là. Le lézard était quand même lent. C'était un lézard bon. Les autres lézards, quand ils veulent seulement les poursuivre, ils fuient très vite. Mais lui n'était pas très rapide puisque je pouvais le poursuivre en marchant. Je verse l'eau, on s'arrête au niveau de la cour. Le lézard s'arrête là, il ne bouge plus. Je verse l'eau, lézard, je ne fais que dire, je te verse le sang de Jésus, je te verse le sang de Jésus. Le lézard ne bouge plus, le lézard devient inerte, les yeux ouverts, le lézard ne bouge plus. Comment ça arrive? Il dit que, tu n'as encore rien vu. Je te verse le sang de Jésus. Bon, moi, dès que j'ai fini de faire ça, je suis partie, j'ai commencé même à blaguer avec ma soeur. Donc, et intérieurement, je me disais que j'aime bien chromatiser le pauvre lézard avec la fraîcheur qu'il y a ces jours. Si je viens lui verser de l'eau chaude, de l'eau froide, donc, et tout. On commence même à que nous les Africains, on aime trop voir la sorcellerie partout. Un simple lézard et tout.
Bref, c'est comme ça que on laisse l'histoire. Le matin arrive, on fait nos choses. Ma soeur part à l'école. Moi, je n'ai pas cours le matin. Je reste à la maison. Maintenant, au moment que je vais aller puiser de l'eau, c'était toujours le matin, mais aux environs de 7h30 comme ça. Je vais aller puiser de l'eau dehors. Je vois le lézard sur le même endroit où je l'ai laissé. Donc, la façon dont il est resté inerte la nuit, aux environs de 19h, jusqu'au matin, aux environs de 7h30, le lézard était même position, avec les yeux ouverts. Je l'ai même filmé. Même position avec les yeux ouverts, je reste comme ça, je suis scandalisée. Je regarde le lézard et dis que, mais ça c'est quoi? C'est le totem de quelqu'un? Ça c'est quoi encore? Je reste craquée, je appelle ma copine, je lui dis, elle me dit que, ah, c'est peut-être le totem de quelqu'un. Je dis qu'ok, il prie, je prie, je prie, je prie. Mais à cet instant-là, je suis rentrée à l'intérieur prier. Moi, j'ai même laissé le lézard. Après, dès que je suis partie, moi, puiser mon eau. Je suis rentrée. Le lézard était toujours là. Je dis qu'ok, je vais brûler le lézard. Mais je n'avais pas de pétrole ni quoi que ce soit. Quand je veux sortir, il n'y avait plus le lézard. Le lézard a disparu. Et je tiens à rappeler que c'est pas un endroit que les gens passent. C'est une cité et le matin, tout le monde part à l'école. Donc, dans la cité, j'étais avec mon voisin et il restait dans sa chambre. Moi aussi, je restais dans ma chambre. Donc, c'est pas un endroit où les gens passent. C'est un endroit un peu éloigné. Donc, et je ne sais pas qui pouvait venir ramasser un lézard mort. Donc, en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé avec le lézard, mais le lézard avait disparu quand je venais à le brûler. Ou bien quand je venais déjà verser, parce que je disais que je vais encore verser l'huile d'onction sur lui et tout, et prier. Et donc, que j'attendais ma soeur aussi. Mais quand je suis partie pour faire cela, il n'y avait plus de lézard. Et je ne peux pas dire que quelqu'un a ramassé le lézard parce que c'est un endroit où les gens passent pour ramasser des choses. Et même si mon voisin passe, je ne sais pas ce qui va aller ramasser, ce qui va faire qu'il parte ramasser le lézard qui n'est pas devant sa porte, qui est éloigné, qui est quelque part, qui ne... Bon, en fait, c'est un peu mon histoire là-bas, donc finalement, je ne sais pas ce qui arrive au lézard, mais moi, je continue à dire que c'est un lézard mystique, parce que le lézard était paralysé par le sang de Jésus. Bon, merci beaucoup et désolé pour la longueur de l'histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 10e et dernière histoire. Bonjour DMG TV. Je dis déjà merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Et vraiment, longue vie à cette émission. L'histoire que je vais raconter est la mienne. Dans les années 2010, j'ai fait la connaissance du monsieur avec lequel le père de mes enfants aujourd'hui. On a vécu d'abord chacun de son côté et puis après, on s'est mis ensemble sous le même toit. J'ai conçu de mon premier fils. Et puis, lors de l'accouchement, les choses tournent. La grossesse se passe bien, mais le jour de l'accouchement, les choses tournent. Le médecin même ne comprend pas pourquoi il faut passer à la césarienne. On me fait une anesthésie générale. Dieu merci, je sors de là, mon enfant aussi. Ma première grossesse passe, mon premier accouchement passe, et puis 4 ans après, je conçois de mon deuxième enfant. Et lors de l'accouchement, ma belle famille est là. Quand je dis ma belle famille, les sœurs de mon mari viennent à l'hôpital. Ma famille aussi était. J'arrive, je suis à... Au fait, on me voit même les cheveux de bébé, mais il est quasi impossible que l'enfant sorte. Je ne peux accoucher par voie basse. Les médecins font tout et tout. En passant, mon gynécologue, la première fois, m'avait lancé une parole comme quoi
je ne sais pas trop, mais je ne sais pas trop pourquoi tu accouches par césarienne, alors que tu te fais suivre normalement. Et puis quand je regarde là, tu as le bassin, tu as l'ouverture, tu as tout, mais sincèrement, je ne sais pas pourquoi tu accouches par césarienne. Deuxième accouchement, le même phénomène se produit. À la dernière minute, les médecins sont dépassés. Ils me disent on est obligé d'intervenir parce qu'on ne comprend pas. On voit le bébé et tout. En principe, tu devais déjà accoucher. On avait tout apprêté, les habits de bébé et tout. Même jusque-là, rien. Je fais ma deuxième césarienne. Quand je sors de l'hôpital, quelque chose m'interpelle. Chaque fois que je suis enceinte, quand j'arrive à terme, ma belle-mère, si je peux l'appeler ainsi, la mère la grand-mère de mes enfants, appelle avec insistance son fils. Elle n'a pas encore accouché, elle accouche quand? Elle n'a pas encore accouché, elle accouche quand? Elle n'a pas encore accouché. Elle le fait tous les jours jusqu'à ce que j'accouche. À mon deuxième accouchement, même phénomène. Elle va appeler tous les jours jusqu'à ce que j'accouche. Au sortir donc de l'hôpital, ma tête commence à tiquer. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, la science explique ci et ça, mais mon gynécologue m'a dit, vraiment, je ne vais pas te mentir, je ne sais pas ce qui t'embête, ce qui t'empêche d'accoucher par voie basse, alors que toutes les conditions sont réunies pour ça. C'est comme ça, je me mets donc à dire à ma maman, maman, tu vois, il y a un problème. Même si tu me dis quoi, il y a un problème. Et cette fois, je ne vais pas laisser tomber. Maman me dit non, laisse tomber et tout. Je dis non, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand mon enfant a eu un certain âge, ma maman est tombée gravement malade. On va d'hôpital, en hôpital, rien. C'est où quelqu'un nous souffle qu'il y a un prêtre exorciste qui fait un très bon travail à la capitale. On s'y rend. Moi, j'accompagne ma mère. On arrive là-bas. Dès que le prêtre me voit, il me dit, toi, ta belle-mère a essayé de te tuer par 2 fois sur la table d'accouchement. Je lui dis, mais je suis venue accompagner ma maman. Il me dit, reste tranquille, écoute-moi. Elle a essayé de te ôter la vie, ton enfant et toi, par 2 fois sur la table d'accouchement. Mais à cause de tes prières, elle a échoué. Elle te dérange mystiquement depuis longtemps. Tu as un mal d'estomac qui persiste encore et encore. C'est elle. J'étais dépassée. J'étais dépassée. C'est là où je me mets donc à réfléchir. Je me rends compte qu'à chaque fois que j'étais en contact avec cette femme, quand je rentre, je tombe malade. Et je tombe malade. Je ne comprends rien. Une violente fièvre. Donc, je ne sais pas. Et en passant, chaque fois que j'accouche, elle ne met pas pied. Elle appelle comme j'ai dit à chaque fois, mais dès que j'accouche, elle me met pied. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie un peu d'argent à son fils. Et le prêtre me dit, l'argent qu'elle envoie à chaque fois, et il m'a dit, quand tu accouches, elle ne met pas pied, parce que ses plans n'ont pas marché. Maintenant, pour que si vous allez quelque part, on ne puisse pas la voir, elle envoie un peu d'argent pour brouiller les pistes. Et effectivement, c'est ce qu'elle faisait à chaque fois. Il me dit, on va s'occuper de maman et de toi aussi. C'est comme ça qu'on commence les prières le premier jour, le deuxième jour. Le troisième jour, il me dit, si tu veux la preuve, tu l'auras à partir d'aujourd'hui. Je vous assure, quand il a commencé les prières du troisième jour, ma belle-mère m'a appelé 18 fois. Il me dit de
point décroché. Le lendemain, même phénomène. Le troisième jour, même phénomène. J'ai bloqué cette femme à tous les niveaux jusqu'aujourd'hui. Je suis rentrée avec une rage. J'avais même l'intention d'abandonner son fils. Comment une maman peut être cruelle? Autant elle a les enfants, filles et garçons. Elle décide de ôter la vie à l'enfant de l'autre. Qu'est-ce que j'ai fait à ce moment? Et puis j'arrive même dans cette famille, je trouve que l'une de mes épouses ne s'entend, elle et cette maman, c'est la guerre. Et elle chante à chaque fois, la maman là est sorcière. Moi je me suis dit, bon, c'est les querelles entre belle-mère, belle-fille et tout. Moi je suis arrivée, il ne faudrait pas que je m'y implique. Voilà, je prends des distances. Je vous assure, jusqu'à aujourd'hui, même pas le bonjour. Je ne sais même pas comment elle va et ça ne m'intéresse pas. La morale de l'histoire, c'est quoi? Franchement, quand nous entrons dans des familles, Dieu n'a pas voulu. Je serais restée sur la table, ma pauvre maman, mes frères et sœurs m'auraient perdu à cause d'une femme qui ne me connaît même pas, qui ne sait même pas d'où est-ce que je viens. Quand nous entrons dans les familles, allons voir nos parents, ils ont de l'expérience. Allons vérifier les identités spirituelles des uns et des autres. Je ne savais pas, on ne connaissait même pas ce genre de choses. Et comme ça, pour la petite histoire, elle revient, bon, c'était avant, elle quitte, elle ne venait jamais chez moi. Elle part de chez elle une fois, elle dit, elle vient rendre visite. Son fils lui dit, moi je ne serai pas là. Elle dit, non, que tu sois là ou pas, je viendrai. Son fils dit, ah, ça me surprend quand même, hein, parce que je sais que quand ma femme accouche, ma mère ne met jamais pied. Qu'est-ce qui peut... Ah, tant mieux. Il était en déplacement. Elle arrive avec le sac qu'elle avait fait. Avec tout ce que j'avais appris d'elle, j'ai préparé ma maison. J'ai versé du sel béni, de l'eau bénite et tout. J'ai oint mes enfants et tout. En rentrant, elle sort de chez moi pour aller passer la nuit chez sa fille. Elle fait un accident de moto. On m'appelle. Je n'y vais pas. 2 jours après, je me lève pour aller la voir. Parce que tout le monde disait, ben, elle était chez elle. Elle était chez elle et puis elle fait un accident. Elle ne se lève même pas. J'y vais. J'arrive là-bas. On passe du temps et tout. Je prends, maintenant, au moment de rentrer avec l'enfant, je me rends compte qu'elle lèche le visage de mon enfant. Et comme je suis un peu éveillée quand même, quand je rentre, je lave mon enfant avec de l'eau bénite, j'utilise les huiles saintes, mais je n'ai pas la tranquillité d'esprit. Je vais chez le curé de la paroisse, il me dit, c'est pas un bon signe. Il prie sur l'enfant et puis après, on retourne à la maison. Maintenant, j'ai un don. Quand je prie, Dieu me montre certaines choses, que ce soit dans ma vie ou celle des gens que j'aime. C'est comme ça, je fais des rêves où mon fils est couché, il ne bouge pas. Je fais des rêves où il me donne le dos, il est en train de partir. J'appelle mon père spirituel. Je lui dis, bon père, voilà. Il me dit, c'est pas bon. Faut que tu viennes aujourd'hui. Je prends la route. Je m'en vais. Arrivé là-bas, il me dit, ta belle-mère est venue manger ton enfant. Elle fait du mal aux enfants des gens. Elle mange les enfants des gens de là où elle vit. Maintenant, elle est sous pression parce qu'on lui demande de donner à son tour.
Et c'est ce qui l'a amené chez toi. J'étais dépassée. J'ai pleuré. J'étais irritée, choquée. Je vous assure, si j'avais cette vieille sorcière face à moi, je l'aurais étranglée de mes propres mains. Le père a travaillé, et il m'a demandé de retourner. Pendant qu'il travaillait, il priait. Mon enfant était touché. Mon enfant réagissait. Il tremblait parce que je l'avais laissé chez mon frère. Quand j'appelais, on me disait comment il réagissait. Et Dieu merci, son plan a échoué. Je vous assure, ça fait plus d'1 an, hein, presque à la 2e année. Je ne veux même pas savoir si elle vit, cette sorcière. J'ai pris du recul. J'ai bloqué totalement cette maman. Et je me suis même fâchée de son fils parce que je me suis dit, tu savais que ta maman était sorcière et tu ne me l'as pas dit. Il me dit, je n'étais au courant de rien. Ce que je sais, c'est que ma belle-sœur le dit tout le temps. Et je n'ai jamais, c'est ma maman. Et puis, c'était pas facile pour moi de croire. C'est comme ça qu'avec la grâce de Dieu, mes enfants et moi sommes en vie. Mais sur le plan spirituel, je ne ferme l'œil. Je suis éveillée de jour comme de nuit. Je ne dors pas, je prie. Je suis en contact permanent avec mon Père spirituel. Prenons la peine vraiment. Prenons du temps de vérifier l'identité spirituelle des familles dans lesquelles nous allons entrer, des familles dans lesquelles nous vivons. J'ai beaucoup d'histoires DMG. Celle-ci, c'est la première et c'est la mienne. Bonne journée. Merci. C'était l'épisode d'aujourd'hui. Je vous demande s'il vous plaît, likez, commentez, partagez et envoyez vos histoires sur le numéro à l'écran, le +237 655 81 90 17. C'est le numéro WhatsApp de DMG TV. Et voilà. Donc, on se reprend demain pour 10 histoires mystiques. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Merci à tous ceux qui ont commenté et liké cette vidéo. Merci à vous. Voilà.